Alors le programme d'aujourd'hui, c'est qu'on finit ces lectures et on va les finir sur un thème avec lequel on avait un peu commencé. Si vous retournez écouter les VOD du début du cycle, on a un texte qui porte là-dessus sur l'évitement du politique de Nina Eliassoff. C'est la question de l'apolitisme. Parce que si vous regardez le programme qu'on a fait, on a parlé de vote, on a parlé de partis, d'organisation, d'idéologie, de mouvement, de militantisme, de violence, d'État, tout ça. Mais on n'a pas parlé, on n'a pas parlé des pêcheurs. On n'a pas parlé des gens qui vont à la pêche. On n'a pas parlé des gens qui se mobilisent pas en fait, hein, qui vont pas voter ou qui font des trucs mais qui les font en disant qu'ils en font pas. Ou qui n'arrivent pas à se mobiliser, qui se mobilisent de façon qui sont pas reconnues comme légitimes, etc. Puis alors là, il y a une élection dimanche. Alors vous aurez peut-être constaté hein, que en perspective de cette émission de dimanche, il y a tout un tas de questions sur ces gens qui se posent. On a, j'ai vu plusieurs chroniques, tribunes, et elles vont se multiplier, et d'autant plus se multiplier que dans la foulée de cette élection dimanche, élection au départemental et régional, si je ne me trompe pas, eh bien il va y avoir l'élection présidentielle qui va commencer. Là ça y est, hein, on est en ce qu'on appelle la pré-campagne. Ça va commencer probablement vers l'automne, hein, la vraie campagne. On va commencer à avoir une réflexion qui va se poser sur les gens qui participent pas, qui sont apathiques, qui sont passifs, qui se laissent faire, qui se laissent aller ou qui vont à la pêche, sur les mauvais citoyens, sur les citoyens passifs, sur les abstentionnistes, alors militants ou non, sur les pêcheurs, les promeneurs et les glandeurs de jour d'élection. Merci Comet Leader, je sais pas pourquoi l'annonce par contre le bruit était en double. Attendez, je vais faire un test widget juste une seconde parce que c'est pas censé arriver ça. Non, c'est spécifiquement ça. Merci beaucoup Comet Leader de t'être abonné. Et aujourd'hui, c'est de ces gens-là qu'on va parler. On va parler des apathiques. On va parler des gens qui en foutent pas une. On va essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe en allant un peu au-delà de ces clichés un peu moralistes hein, que je viens de présenter, qui sont que c'est des glandus, que c'est des gens qui foutent rien, que c'est des gens qui se sortent pas quoi que ce soit de où que ce soit, etc. Donc, et je vous propose pour ce faire de travailler sur la base de 2 articles. Un qui est un peu ancien, qui fait partie des articles que j'aime bien lire parce que il me renvoie à mes jeunes années, hein, autrefois, dans les lointaines années 2011, et qui parle du Moyen-Orient, enfin du monde arabe. Et là, donc il y a plusieurs personnes qui ont déjà demandé la référence de l'article, donc c'est plus une surprise pour vous. Et puis après, on va lire un extrait du bouquin, un article, en réalité un chapitre qui a été écrit par mon invité de lundi, qui était donc Vincent Tibéry. On va lire son chapitre, un des chapitres qu'il a écrit dans le bouquin dont on parlait l'autre jour, chapitre qui s'appelle « Ni pire ni meilleur, différent, comment la citoyenneté évolue parmi les jeunes ». Mais avant ça, vous le savez, c'est mon moment préféré de chaque stream évidemment. Avant ça, jingle, hein, tout simplement. Pourquoi ça veut dire essentiellement comment ça se fait que, voilà. Comment ça se fait que ça se passe comme ça, voilà. Comment ça se fait que ça se passe comme ça dans le monde social, et pas autrement. Il nous fait chialer tout le temps. Qui c'est quoi son... Our scholarship and our ideas and our work are tied to bigger ideas than just the truth. I was frightened, and I am still alarmed at the degeneracy of capitalism and the possibility of it becoming a force so destructive that it cannot be endured. Je comprends rien. Et maintenant, allons-y, entamons le premier chapitre. Et le premier chapitre aujourd'hui, eh bien, c'est un chapitre qui a été écrit par Mounia Benani Shraibi et qui s'intitule qui s'intitule Jeu de miroir de la politisation, les acteurs associatifs de quartier à Casablanca, et qui a été publié dans le journal Critique Internationale il y a à peu près 10 ans, en 2011, pour revenir sur ces concepts
à l'aune des formes de participation politique au Maroc. Alors, qui c'est cette Madame Benani Shraibi? Eh bien, c'est une chercheuse. Alors, je vais aller sortir sa page universitaire pour clarifier. Elle est spécialiste de militantisme associatif et partisan dans des contextes autoritaires, évidemment sur la question de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient en particulier. Elle a fait de la science politique, des études sur la politisation, des études de sociologie des mouvements sociaux. Elle travaille, de ce que je vois, à l'université de Lausanne, et c'est une autrice relativement prolifique, hein. Elle a publié pas mal d'articles déjà rien que cette année, et elle écrit sur ces sujets, sur les sujets de mobilisation au Maroc, sur les sujets de mobilisation en particulier à Casablanca, sur la notabilisation, c'est-à-dire la façon dont les militants deviennent des professionnels de la politique dans le contexte marocain, sur les partis politiques, beaucoup. Elle travaille beaucoup à travers de l'ethnographie, des méthodes dites qualitatives, et c'est une spécialiste en fait de la politique marocaine, hein, tout simplement. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de lire cet article. Vous l'avez, si vous cliquez point d'exclamation article, c'est ça, point d'exclamation article, vous aurez le lien vers l'article. Alors je sais plus s'il faut ou pas, pour lire Critique internationale, un accès institutionnel, mais même si vous en avez pas, vous allez pouvoir voir l'article défiler sur votre écran, et donc vous pourrez lire avec moi. On va s'y mettre tout de suite. Jeu de miroir de la politisation, les acteurs associatifs de quartier à Casablanca. Laissez-moi juste me verser de l'eau. Et c'est parti. Trop souvent, lorsque l'on évoque le rapport aux politiques dans les régimes autoritaires du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, le tableau est le suivant. Une extériorité de sujets apathiques à l'égard de la politique instituée. Des rues occupées par des foules manipulées, imprécatrices, chaque fois que l'arabité ou l'islam sont en danger. Un champ associatif qui ne serait qu'un espace concédé par le haut, un lieu de cooptation et donc de désamorçage de la politique, excusez-moi. Par ailleurs, en réaction aux théories de la culture civique puis à celle du capital social, des recherches opposent participation associative et participation politique, soit en constituant la première comme une alternative à la seconde, soit en démontrant que la scène associative favorise l'évitement du politique. Alors pour vous donner du contexte pour les personnes qui ne savent pas, les théories de la culture civique et les théories du capital social, c'est deux types de théories pour expliquer les rapports des citoyens ordinaires aux politiques. La théorie du capital social, c'est pas le capital social de Pierre Bourdieu, pour les gens qui connaissent un petit peu la sociologie, c'est le capital social de Robert Putnam, Bob pour les intimes, qui expliquait dans un fameux bouquin qui s'appelait Bowling Alone, faire du bowling tout seul, que la baisse de la participation citoyenne aux États-Unis s'expliquait, la baisse du vote notamment aux États-Unis, s'expliquait par la baisse des pratiques de sociabilité, des pratiques sociales, des pratiques associatives, même quand elles n'avaient pas de rapport avec la politique. En fait, ce qui expliquait l'engagement politique, c'était la densité des relations sociales que vous aviez autour de vous, d'où cette expression de capital social. Il distinguait deux types de capital social ouvert, capital social fermé, et ça a mené à tout un tas de débats qui sont encore en cours, hein. Mais en gros, dans le contexte, capital social, c'est ce que nous on appelle en France le lien social plutôt. La théorie de la culture civique, alors je suis pas un expert, mais en gros, de ce que je m'en souviens, c'est une théorie selon laquelle, dans les cultures d'ensemble des différentes nations, il y a un certain rapport aux politiques qui est inscrit et qui va conditionner les formes de participation, d'appréciation de la participation citoyenne ou non. Et donc ces deux théories-là ont conduit à tout un champ de réflexion. On nous dit que des réponses qui ont été apportées, c'est en s'intéressant à la participation associative ou à la participation politique, soit en voyant dans la participation associative une façon en fait de se sortir de la seconde. Dans un monde où le politique serait décrédibilisé, les gens se tournent vers l'associatif, c'est relativement cohérent. Ou alors ce chercheur confond le rapport du sujet à l'objet dans une subjectivation des rapports de sociologie, point de vue, d'accord. Eh bien, à vos souhaits. Ou alors en montrant comment la scène associative, au contraire, favorise le fait d'éviter le politique, donc de ne pas s'engager.
Je reprends. Au cours de ces débats, les entreprises de repérage du politique s'intensifient dans un sens qui peut être restrictif ou extensif. Pourtant, un vernis unificateur persiste, à savoir une vision statocentrée du politique, marginalisant les phénomènes de pluralisation et de fragmentation de l'autorité, et ce dans le prolongement des thèses socio-historiques sur la production de la civilisation électorale. Systématiquement, les observateurs professionnels statuent en amont sur ce qui est politique et ce qui ne l'est pas. Nous refusons d'hiérarchiser en surplomb les différents sites d'interaction entre gouvernés et agences de gouvernementalité plurielle qui impliquent des participations, des médiations individuelles ou collectives, organisées ou informelles, dans ou en dehors de la légalité, à visée universaliste ou particulariste autour de l'accès à des biens, à des droits, à la justice ou à la reconnaissance. Sur la base d'une enquête longitudinale conduite à Casablanca de 1997 à 2007, nous décrirons, à partir des qualifications que les acteurs donnent eux-mêmes à leurs actions, les intrications multiples, visibles et invisibles de l'espace associatif et de la sphère politique, plus ou moins instituée, tout en veillant à ce que notre démarche ne soit ni populiste, ni misérabiliste, ni otage des discours des acteurs. Alors là, pour expliciter un peu pour les gens qui n'aiment pas trop... entre guillemets le jargon, ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'il y a un problème en fait dans toutes ces études, c'est qu'elles partent du principe qu'on sait par avance ce qui est politique et ce qui ne l'est pas, donc en fait on se demande, voilà, moi ma définition du politique c'est ça, est-ce que les gens en font ou est-ce qu'ils en font pas et ensuite, donc l'autrice dit, bah moi je vais faire autrement, je préfère me placer du point de vue des acteurs, regarder ce qui se passe pour eux quand ils interagissent non seulement avec l'État, ce qu'elle appelle des agences de gouvernementalité plurielle qui impliquent des participations, des médiations individuelles ou collectives organisées ou informelles, c'est-à-dire non seulement avec l'État, mais aussi avec toutes les autres formes d'autorité qui peuvent avoir lieu et qui ne sont pas nécessairement rattachées à l'État. Ok ? Ensuite, elle nous dit qu'elle a fait une étude de 1997 à 2007 à Casablanca, une étude longitudinale, ça veut dire qu'on était... Je pense que Coucou Hibou, c'est absolument pas les questions qui se posent dans le contexte de cette émission. En fait, ici, on lit des sciences sociales. Donc, voilà. Je sais pas quoi te dire d'autre. Elle nous dit donc qu'elle a mené une enquête longitudinale à Casablanca de 97 à 2007 et se propose de décrire la façon dont les gens avec qui elle a bossé, en fait, perçoivent l'espace associatif et l'espace politique de leur propre point de vue, disons. Alors c'est parti. Scène et avant-scène de l'enquête. Au Maroc, l'imbrication des univers associatifs et politiques remonte à l'époque du protectorat. Diachroniquement et synchroniquement, dès la promulgation du Daïr de 1958 relatif aux libertés publiques, la fonction assignée à l'association est à géométrie variable. Vitrine pour les activités sociales organisées sous l'égide de membres de la famille royale, annexe partisane, structure de repli pour les organisations à la marge de la politique instituée, qu'elles soient de gauche, d'extrême gauche ou à référent islamiste. Lieu de renouvellement des clientèles pour le régime, contre-pouvoir à bonne distance de la monarchie et de la sphère partisane, etc., etc. Depuis la fin des années 90, le phénomène associatif connaît un nouvel élan. À la faveur de la conjonction entre nouvelle orthodoxie du développement à l'échelle internationale et contexte national de libéralisation politique, la société civile, assimilée à l'espace associatif, émerge comme une nouvelle catégorie de l'entendement collectif. Dans une méta-narration partagée par la monarchie et la classe politique, elle est invitée à régénérer le jeu politique et participe à la mise en récit du changement politique. Progressivement, elle s'érige en catégorie d'intervention publique, permettant ainsi à l'État d'assumer le style participatif dans le redéploiement de ses fonctions. Les débats qui sous-tendent les littératures grises et académiques portent sur la marque des logiques internes à la sphère politique, à la scène politique marocaine. La société civile artificiellement autonomisée des partis politiques et de l'État y apparaît comme un contre-pouvoir, un aiguillon face à l'usure et à la cooptation des partis politiques ringardisés, objet de désaffection, avant de devenir une partenaire des pouvoirs publics. En vue de réinterroger les approches dominantes, cette contribution vise à spécifier et à ancrer l'analyse.
à resituer les jeux de miroir entre engagement associatif et participation ou non-participation à la politique instituée, sur la base de l'observation des parcours de quelques membres des 3 associations de quartier créées entre 1994 et 1998 à Casablanca dans des zones populaires d'habitat ancien. Le terrain choisi est propice à ce type de démarche, tout en étant initié par des acteurs dont les positionnements respectifs à l'égard de la scène politique instituée sont en antipodes. Ces associations affichent dès leur création des objectifs voisins. Mener à l'échelle du quartier des actions culturelles, sociales, sportives et environnementales. Sabil, première association, est créée en 1994 sous l'impulsion d'un acteur sans appartenance partisane, mais qui transite pendant quelques mois par un nouveau parti. Nour, deuxième association, est créée en 1998 par un élu du Parti de la Justice et du Développement, dont on nous dit, ça peut être intéressant, que c'est une façon de renommer le mouvement populaire démocratique et constitutionnel après qu'il ait accueilli l'aile du mouvement islamiste marocain qui s'était engagé dans un processus d'unification et de légalisation au début des années 90. Donc le PJD, c'est un parti avec influence en son sein d'activistes islamistes. Dans le but de regrouper, donc association créée dans le but de regrouper dans un cadre organisé les électeurs qui se sont mobilisés autour de sa personne et non du parti pendant les législatives de 97 et qui souhaitent mener des actions sociales. Ah oui, c'est ça, autour de la personne de cet élu du Parti de la Justice et du Développement. Enfin, Tariq est fondé en 98 par un ancien détenu d'extrême gauche qui est élu pendant les élections communales de 97 sous l'étiquette de l'Organisation pour l'action démocratique populaire, mais qui s'investit ensuite exclusivement dans l'action associative de proximité. Quant aux membres successifs des bureaux des 3 associations, ils présentent globalement des profils différenciés. Ce sont pour les 2 tiers des hommes, âgés de 14 à 55 ans au moment de la première série d'entretiens. Leur niveau d'études est variable, du brevet d'études secondaires au diplôme de 3e cycle universitaire. Leurs occupations et leurs statuts socio-professionnels le sont tout autant, puisqu'il s'agit de lycéens, d'étudiants, de diplômés chômeurs, d'enseignants, de professions libérales, de techniciens, de commerçants, etc. Chacune des 3 associations apparaît comme le lieu de convergence d'acteurs ayant des parcours et des rapports aux politiques hétérogènes. Pour la grande majorité d'entre eux, l'expérience associative est un primo-engagement, c'est-à-dire c'est la première fois qu'ils s'engagent, tout simplement. Pour les autres, elle participe de la reconversion d'un engagement antérieur dans une organisation de gauche, d'extrême gauche ou à référentiel islamiste, où elle constitue l'une des facettes de leur multipositionnement, c'est-à-dire qu'ils appartiennent en simultané à une ou plusieurs associations, une organisation politique, voire un syndicat. Nous nous focaliserons sur les membres associatifs qui manifestent un rejet de la politique instituée au début de leur engagement. Salut Twisted Punk. Qui manifestent un rejet de la politique instituée au début de leur engagement dans les associations de quartier. L'objectif est d'examiner au microscope comment ces acteurs construisent et projettent leurs rôles associatifs en intrication avec leur rapport à la politique, et comment cette expérience les conduit à renégocier les modalités de connexion ou de reconnexion avec la politique. L'enquête multisituée, inscrite dans la durée et reposant sur plusieurs méthodes de collecte des données, autorise une démarche désessentialisante. En se saisissant des représentations et des pratiques des acteurs en mouvement, il devient possible de débusquer les continuités et les discontinuités, les ambivalences et les recompositions. L'association de quartier, une arche rescapée des dérives de la politique. À première vue, je viens d'avoir le hoquet. À première vue, les acteurs associatifs que nous avons interviewés confortent la thèse de Thomas Carothers, selon laquelle les régimes de la zone grise se caractérisent par une cassure entre le gouvernant et les gouvernés. Donc, j'imagine que la zone grise, c'est les pays qui sont ni des dictatures ni des démocraties. J'en sais rien. Se caractérisent par une cassure entre gouvernants et gouvernés et par une désaffection générale de ces derniers à l'égard de la politique instituée et des élites. En effet, nos interlocuteurs ont tendance à présenter la classe politique souillée, corrompue, divisée, marionnette comme un magma informe, englobant les partis politiques, les élus et les ministres, tout en évacuant plus ou moins explicitement la monarchie du camp de l'adversité. Parallèlement, ils identifient un ennemi intérieur qu'ils qualifient d'opportuniste, autoritaire, dépourvu d'esprit de citoyenneté, porté par la CIBA, qui veut dire dissidence ou désordre, avec des phrases comme « Nous les Marocains, nous sommes intrinsèquement mauvais ».
À partir de là, la méfiance qu'inspire la politique tend à se prolonger dans une projection idéalisée de l'action associative. Les significations, les intentionnalités et les pratiques qui se rattachent à celles-ci sont loin de se féconder dans une monade suspendue, close sur elle-même et autonome par rapport à un autre univers qui lui serait spécifiquement politique. En d'autres termes, il n'y a pas de séparation dans l'esprit des gens entre l'associatif et le politique. L'association de quartier émerge de l'horizon d'attente des désenchantés comme une arche, rescapée des dérives de la politique. Parfois, elle est même sommée d'en réparer les dysfonctionnements. Dans ce jeu de miroir, la sphère politique apparaît comme minée par les intérêts privés, les affrontements stériles, le bavardage. Le tout se traduisant par un éloignement vis-à-vis des préoccupations des gens. Alors je réponds à ta question, Twisted Punk, je ne doute pas du fait que Voisins Vigilants puisse être une association de quartier, mais en l'occurrence, je ne sais pas si c'est une association de quartier à Casablanca entre 1997 et 2007, puisque c'est de ça qu'on parle. En revanche, donc, l'association de quartier serait vertueuse, fédératrice, autour d'un intérêt général, par-delà la diversité des opinions et des positionnements. Elle privilégierait le concret et la proximité, d'autant plus qu'elle opère à une échelle bien délimitée, c'est-à-dire le quartier. Il y serait plus aisé de mesurer l'impact, aussi minime soit-il, des actions menées, de peser la prise de décision, de grandir avec l'organisation et de bénéficier d'une gratification en retour. Se prendre en charge, encadrer la base, petit à petit, il n'y a pas de baguette magique, sont autant de formules en affinité avec les perceptions d'une responsabilité partagée face aux problèmes sociaux, d'une nécessité de se réformer à la base pour lutter contre l'ennemi intérieur et cesser d'espérer que les solutions viennent uniquement de l'État ou de la classe politique. Certes, le fait de circonscrire ainsi les enjeux, de privilégier le concret et le faisable, d'éviter ce qui fâche et ce qui décourage, peut être interprété comme un réseau de signes d'évitement du politique. Toutefois, dans les faits, les parcours observés trahissent une tension entre d'une part les proclamations de foi apolitiques, d'autre part les dires et les actes, laissant entrevoir un brouillage des frontières entre espace associatif et politique instituée. Grâce à notre approche longitudinale et sans prétention à l'exhaustivité, nous pouvons examiner à travers 5 cas des modalités diversifiées de circulation entre deux sphères facticement autonomisées. Si elles semblent exposées presque systématiquement à d'autres formes de participation, l'expérience associative conforte la distance des uns à l'égard de la politique, tout en leur offrant une nouvelle panoplie d'arguments, tandis qu'elle accompagne chez d'autres la construction d'une représentation plus polarisée de la politique instituée. Lorsque l'expérience associative confirme la distance à l'égard de la politique. Vous aurez compris, ce qu'on a lu jusqu'ici, c'est ce que pensent les gens à qui l'autrice a parlé, en fait, dans son enquête. Donc lorsque l'expérience associative confirme la distance à l'égard de la politique. Khadija est comptable. Elle habite avec ses parents et ses 5 benjamins dans le quartier populaire où elle est née en 1975. Son père, aide-commerçant, est originaire d'un village du sud marocain comme sa mère. Lors de notre première rencontre, elle insiste sur son éloignement de la politique et sur son goût pour le social. Elle a alors 24 ans. 7 ans plus tard, en 2006, elle persiste dans son refus de se prendre la tête avec le domaine politique. Pourtant, sa participation intense aux activités d'une association présidée par un élu du PJD n'est pas sans avoir produit des effets sur ses représentations de la politique instituée. Au contact de Abdelkader, son professeur d'arabe en 2e année de collège, Khadija délaisse les romans d'amour pour les livres sur la religion et aspire à porter le voile. Il lui faut toutefois convaincre ses parents que ce mode vestimentaire n'est pas un symbole politique qui expose à la prison, mais une obligation religieuse. Étudiante à l'université de 1995 à 1997, elle sympathise de loin avec les étudiants islamistes. Même si elle reconnaît son orientation islamique dès le premier entretien, elle exprime, à l'instar de ses parents, beaucoup de méfiance à l'égard de la politique. Cependant, quand elle apprend que Abdelkader se présente aux législatives de 1997, elle consent, pour la première fois, à se rendre aux urnes. Après son élection, Abdelkader fonde l'association Nour. Khadija et ses amis se joignent à lui parce qu'elles estiment que l'état de leur quartier exige qu'elles s'investissent dans une action sociale. Pendant les 4 années d'activité de l'association, Khadija participe intensément à l'organisation de matinées récréatives destinées aux enfants, de collectes en faveur des démunis, de fêtes de circoncision.
Elle est également présente aux conférences culturelles animées par les ténors du PJD. Avec les autres membres de l'association, elle manifeste contre l'adoption du plan national d'action pour l'intégration de la femme au développement, le 12 mars 2000, à Casablanca. L'atmosphère de communion qu'elle ressent pendant la marche l'émeut profondément. Les échanges formels et informels qui se produisent au sein de l'association, en amont et en aval de l'événement, renforcent son sentiment d'une menace pesant sur les valeurs de la famille marocaine. Peu à peu, elle apprend à connaître les organisations politiques marocaines et surtout le PJD. À plusieurs reprises, elle est sollicitée pour adhérer au parti, mais refuse systématiquement. Aux législatives de 2002, Abdelkader ne se présente pas dans sa circonscription et Khadija vote blanc. Elle n'est pas disposée à transférer à l'ensemble du parti la confiance qu'elle a mise en une personne ou en quelques militants du PJD. En 2007, elle vote blanc à nouveau, mais cette fois, elle explique son geste autrement. Ayant observé impuissante l'effondrement de l'association, elle considère que les membres du PJD sont collectivement des gens bien, sérieux, mais qu'ils manquent d'expérience. On ne peut pas faire de la politique juste avec des bons sentiments. Sa hiérarchie des valeurs se modifie. L'honnêteté et l'altruisme doivent être associés à la compétence et à l'efficacité. En 1997 et en 2002, c'est donc une méfiance par méconnaissance de la politique instituée qui amène Khadija à voter pour une personne ou à voter blanc. En 2007, en revanche, c'est parce qu'elle pense bien connaître le PJD qu'elle n'accorde pas sa voix au parti. En une dizaine d'années, son orientation islamique se consolide tout en demeurant dissociée d'une orientation politique. Donc là, vous comprenez, ce qui est intéressant, c'est qu'elle vient de nous expliquer que, en fait, la personne, là, Khadija, a participé à 3 élections. La première élection, elle a voté pour des raisons apolitiques. Elle a voté parce que son ancien prof de collège, qui était quelqu'un d'important pour elle, était candidat. En 2002, elle n'a pas voté pour des raisons apolitique. Elle n'a pas voté, pas parce qu'elle n'aimait pas le parti, mais parce que c'était plus son prof de collège qui était candidat. Si on prend une distinction un peu par le haut de politique apolitique, parce qu'en réalité c'est plus compliqué que ça. Par contre, à la 3e élection, elle n'a pas voté pour des raisons politiques en fait. Elle n'a pas voté parce qu'elle connaît suffisamment bien le parti pour se dire ces gens-là, je ne peux pas voter pour eux, je ne peux pas les cautionner. Mais ça ne l'a pas conduite à se mobiliser pour autre chose. Elle maintient les mêmes valeurs, mais voilà, ça se transforme en une abstention. Cet exemple atteste de l'importance de l'affect et des passeurs dans la transformation des chaînes de perception de la vie publique et dans l'engagement dans une action collective. Cependant, de telles influences n'agissent pas comme un rouleau compresseur. Khadija se voile, vote pour son ancien professeur, s'investit à ses côtés dans ce qu'elle cadre comme une activité sociale, cesse de dissoudre tous les partis dans un magma informe d'opportunistes, mais sans que les compétences acquises éveillent en elle des appétences pour la politique instituée. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir, évidemment pas dans une forme islamiste, mais dans une forme politique, par contre, tout à l'heure quand on va lire l'article sur les participations politiques des jeunes en 2021 en France. 2018 en France, puisque les données sont de 2018. De l'investissement associatif à l'identification partisane. Contrairement à Khadija, lorsqu'il se joint à l'association Nour, ce n'est pas une méfiance par méconnaissance que Khalid affiche à l'égard de la politique instituée. Il s'en méfie en connaissance de cause. Dans son cas, cependant, le passage par l'associatif, qui s'articule à d'autres expériences, le conduit à s'engager temporairement dans les rangs du PJD, tout en revendiquant plus durablement une orientation islamique qui se cristallise dans une identification partisane. Au début de son expérience associative, Khalid vit dans l'appartement familial où il est né en 1965 à quelques ruelles de la maison de Khadija. Son père, originaire de Ouarzazate, a bénéficié d'une scolarisation de base qui lui a ouvert la voie de la petite fonction publique. Une association de quartier au Maghreb peut être aussi vieux que la ville. Alors dans le contexte, c'est des associations qui ont été créées dans les années 90, mais c'est bien de le préciser, en effet, il peut y avoir des associations très anciennes. Alors, donc il vit dans l'appartement de sa famille, et son père est un petit fonctionnaire. Il a pu acheter son logement et payer des études supérieures à ses 6 enfants. Khalid est docteur, l'un de ses frères est pharmacien, un autre chirurgien dentiste, etc.
Alors que l'un des aînés a étudié en France dans les années 80 et milité au sein de l'Union socialiste des forces populaires, l'USFP. Alors qu'est-ce que c'est que l'USFP? C'est issu de l'aile gauche du mouvement national créé en 1975. L'UFSP est le principal parti d'opposition jusqu'en 97, puis devient un parti de gouvernement en 98. D'accord, donc il a un frère SOSDEM. Etc., qui est encore hégémonique. Donc il a son frère qui a été en France en 80, qui a milité au sein de l'USFP, qui est encore hégémonique à cette époque dans le milieu estudiantin marocain de l'Hexagone. Le plus jeune frère fréquente la faculté de droit de Casablanca pendant les années 90 et adhère au MUR puis au PJD. Autour de la table familiale, les discussions politiques sont souvent houleuses. Jusqu'en 2001, Khalid défend sa propre orientation. D'après lui, même les partis authentiques, les partis de gauche par opposition aux partis créés dans le giron de l'administration, ont perdu leur crédibilité. Évoquant sa participation active en tant qu'étudiant indépendant aux grèves qui ont agité la faculté de médecine de Casablanca en 1990-1991, il englobe les mouvements islamistes dans son rejet de la classe politique. Tu sais, ma sœur, l'être humain... Alors, il parle pas à sa sœur, hein, il parle à la chercheuse, là, en l'occurrence. Tu sais, ma sœur, l'être humain est intrinsèquement opportuniste. J'ai fréquenté tous ces gens-là, les islamistes, pendant les grèves. Pour moi, ils ne représentent pas l'islam. C'est pour ça que j'ai choisi d'entrer dans le domaine associatif. D'habitude, lorsqu'il daigne se rendre dans un bureau de vote, Khalid glisse dans l'urne une enveloppe vide. Or, à la veille des législatives de 97, son jeune frère, lui recommande chaleureusement Abdelkader. Pour la première fois, Khalid accorde sa voix à une personne de confiance et mobilise en sa faveur le soutien de quelques voisins. Alors en effet, on a Rakbeno qui précise que les Marocains étudiants à Paris ne sont pas forcément des prolétaires. Et j'ai envie de dire, dans le cas présent, c'est rien de le dire, puisqu'on parle de gens qui sont les fils d'un petit fonctionnaire qui n'est pas non plus manifestement un grand bourgeois, mais qui a réussi à mettre suffisamment d'argent de côté pour conduire tous ses enfants, ou la plupart de ses enfants en tout cas, à des positions qui sont prestigieuses, hein, puisque on sait qu'il y a un de ses fils qui est docteur, l'autre qui est pharmacien, et un autre qui est chirurgien dentiste, et on nous dit etc. Donc on suppose que les autres sont également dans des professions qui sont soit de la même branche, hein, médecine, soit du même genre. On parle de gens qui sont des petits notables, quoi. Donc Khalid a réussi à mobiliser quelques voisins en faveur du candidat Abdelkader en 1997, sur conseil de son frère qui était militant du PJD. Partant du principe qu'il ne suffit pas de voter, mais qu'il faut également aider l'élu, Khalid compte parmi les fondateurs de Nour. Nour, c'est l'association. Selon lui, un cadre légal est organisé et propice à une action synergique pour conscientiser, faire du développement social et lutter contre l'ennemi intérieur. Dès le départ, il met en garde les membres de Nour encartés au PJD contre le mélange entre l'associatif et la politique. Il garde un souvenir amer de ces années de faculté et reproche aux étudiants islamistes d'avoir radicalisé le mouvement estudiantin de revendication sur instruction extérieure de leur leader. Même après avoir été recruté dans un hôpital du sud du Maroc en 1999, Khalid monte à ses propres frais à Casablanca le week-end pour des circoncisions, des consultations médicales et autres services requérant ses compétences professionnelles de médecin donc. Cependant, lorsqu'il organise une journée de don du sang en 2001, l'association est accusée de mener une pré-campagne électorale. Sommé par les autorités locales de présenter l'événement comme une activité des associations du quartier où il vit, il refuse, mais sort découragé de la confrontation avec le président de la commune et de l'administration locale. Il se rend compte que l'action des gens ordinaires qui veulent travailler est entravée. Au cours de cette même année, Khalid décide d'adhérer au PJD. Après 4 ans d'action associative, il souhaite acquérir une expérience politique. Le fait de veiller jusqu'à s'en griller les nerfs à ce que Nour ne soit pas instrumentalisé par le parti contribue à aiguiser sa curiosité. Il veut comprendre comment ça fonctionne de l'intérieur. Entre-temps, l'ennemi cesse d'être uniquement intérieur. La scène politique se polarise à ses yeux entre la gauche et les islamistes, et son orientation devient islamique. Même si son adhésion est de courte durée, il continue à se présenter comme un sympathisant du PJD. En 2002 et en 2007, il vote de manière mécanique pour le parti.
Donc là, on a le phénomène quasiment contraire. On a quelqu'un qui arrive du doute et qui devient un militant puis un sympathisant d'un parti politique. Engagement associatif et clientélisme électoral. Fondateur et président de Sabeel jusqu'en 2005, Saad connaît lui aussi une expérience partisane éclair, après avoir clamé sa méfiance vis-à-vis de la politique. Cependant, à l'inverse de Khalid, son adhésion à un parti s'inscrit dans le prolongement d'une relation clientélaire. Si vous voulez vous intéresser à ce que c'est qu'une relation clientélaire, vous pouvez aller écouter la VOD de l'émission sur le clientélisme qu'on a fait il y a quelques mois. Depuis sa naissance en 1966, Saad réside dans le même quartier populaire. À l'âge de 4 ans, il perd son père, un maçon originaire de Doukkala. Après un cycle d'études secondaires écourté, il exerce différents petits métiers. Entre 1994 et 2001, il se retrouve sans emploi, mais son costume-cravate et son activisme local, qui s'intensifie dès qu'il fonde Sabeel en 1994, le font passer pour un élu local ou un fonctionnaire communal, ce qu'il devient par la suite. À l'entendre, il étoffe sa popularité et ses réseaux depuis son enfance. Ses accès à l'administration, aux élus municipaux et aux bienfaiteurs font de lui un intermédiaire central dans le quartier. Contre la corruption, il est fier de mettre gracieusement son entre-gens au service de ceux qui le sollicitent. Saad s'enorgueillit de cultiver des relations personnelles avec des membres de toutes les organisations politiques. Au nom de cette connaissance intime, il ne cesse de proclamer entre 1997 et 2001 que tous les partis sont pareils. Comme Khadija et Khalid, au début de leur expérience associative, ils refusent de dissocier religion et politique sans pour autant sympathiser avec une organisation islamiste. Convaincu que l'associatif est plus contrôlable que la politique, il affirme jusqu'en 2002 avoir systématiquement repoussé les avances de plusieurs partis. Sa posture à l'égard de la politique instituée ne l'empêche pas de devenir le courtier électoral attitré d'un acteur qui tente péniblement de reconvertir dans l'arène électorale la notoriété engrangée à l'échelle de l'espace associatif national. Quelle que soit l'étiquette sous laquelle celui-ci se présente, Saad se dévoue pour lui et non pour la couleur partisane. Il vante l'intégrité de son candidat, son CV, son esprit associatif, son souci de l'intérêt général. À chaque rendez-vous électoral, il dirige sa campagne sans dépenser un centime, sans rien attendre de lui, sans rien attendre pour lui personnellement. À la jonction entre patronage démocratique et clientélisme associatif électoral, l'échange de services n'en est pas moins tangible. Grâce aux relations de ce candidat, Sabeel est l'une des premières associations à signer des conventions de partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale pour la réintégration des 8-16 ans dans le circuit scolaire et avec le ministre de l'Emploi pour la lutte contre l'analphabétisme. En plus de photos souvenirs prises avec des ministres, les membres de l'association diplômés de l'université bénéficient de primes mensuelles en tant que moniteurs. Entre les scrutins, le candidat offre des formations dans un institut appartenant à sa famille, à des jeunes recommandés par le président de Sabeel. Après des années de bons et loyaux services, Saad décroche un poste de fonctionnaire communal. Et ça, je pense que ça a à voir, que c'est intéressant avec ce que dit Ragbeno, qui parle un petit peu de la situation politique au Maroc dans le chat depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que le roi est un grand absent de tout ça. On est en train de voir un jeu où l'acteur central est volontairement évité, évidemment, parce que si vous y attaquez directement de front, c'est terminé pour vous, évidemment. Pas terminé pour vous en tant que personne, mais terminé pour vous en tant qu'organisation politique. Lorsque son ami crée un parti politique en 2002, Saad compte parmi les membres fondateurs. C'est un parti pas comme les autres, un parti associatif. En seconde place sur la liste électorale, il espère à nouveau reconvertir son activisme associatif en ressources électorales, mais cette fois pour en gratifier son parti. Toutefois, pendant la campagne, il découvre que le candidat tête de liste qu'il soutient depuis 1997 a fait appel à une agence de marketing électoral derrière son dos, et qu'il a payé des étrangers alors qu'il disposait de tant de fidèles bénévoles. Saad quitte le parti, renforcé dans son sentiment qu'il n'y a pas mieux que l'associatif. Ce parcours illustre la prégnance de stratégies de clientélisme associatif électoral. Depuis quelques années, ce phénomène s'est exacerbé en relation avec la redistribution particulariste de la manne financière issue de l'Initiative nationale du développement humain, l'INDH, lancée par le roi en 2005. Les associations locales deviennent de plus en plus le nerf de la guerre électorale.
Des investissements durables à hiérarchie variable. Pour Jawad, né en 1959, l'ennemi n'est pas uniquement intérieur. Dès le premier entretien, il identifie le Marzen. Alors le Marzen, c'est, comme on nous le dit en note de bas de page, au Maroc, ce terme désigne la maison royale, le territoire sur lequel s'étend son pouvoir, ainsi que ses extensions administratives, donc c'est la monarchie comme institution. Il identifiait donc le Marzen comme la cible principale de sa contestation. Les acteurs politiques et associatifs élitistes étant, selon lui, le deuxième adversaire à combattre. En 2001, Jawad devient membre de Tariq, alors même qu'il n'est ni originaire ni habitant du quartier ciblé par l'association. Ce qui motive son adhésion, c'est l'audace du président de l'association qui prend position en faveur des victimes de la répression des événements de 81. Au moment des événements en question, peut-être la peine d'aller voir ce que c'est que les événements de 81, donc c'est précisé, ces événements se produisent à Casablanca à la suite de l'appel à la grève générale lancé par la Confédération démocratique du travail pour protester contre la décision prise par l'État sur injonction du FMI d'élever les prix des produits de première nécessité. La répression est sévère puisqu'il y a eu 8000 arrestations, des centaines de morts et selon les sources peut-être même des milliers. Donc suite à ces événements, au moment des événements en question, Jawad fait partie d'un groupe de lycéens non encadrés, sensibles aux idées de la gauche. À la veille de la grève générale du 20 juin 81, il distribue des tracts que lui a confiés son professeur de philosophie. Arrêté, torturé, ce fils d'inspecteur de police passe 5 ans en prison. Après une telle rupture biographique, Jawad ne parvient pas à s'insérer dans la vie professionnelle. Il éprouve de la rancœur à l'égard des élites de gauche, celles-là même qui ont appelé à la grève, et les accuse d'avoir renié les victimes de 1981, d'avoir grimpé sur leur dos pour accéder en 1998 au gouvernement. Avec d'autres victimes, il rejoint le Forum Justice et Vérité, dès la fondation de celui-ci en 1999. Non reconnu en tant que vrai politique, ses camarades et lui se sentent à nouveau discriminés par l'élitisme ambiant. Au cours de la même période, Jawad adhère à l'association marocaine des droits de l'homme, à Attaque Maroc, puis à Tariq. En 2002, il est enrôlé à Annahj ad-Dimokrati, avant même que cette organisation soit légalement reconnue en tant que parti. À cette date, il justifie ses adhésions multiples par son souci de disposer du plus grand nombre de tribunes possible pour pouvoir défendre le dossier des victimes de 81. Au fil du temps, la hiérarchie de ses engagements se transforme. Désormais, son militantisme partisan surclasse tous les autres. Son action au sein de l'association de quartier constitue avant tout une ouverture sur la société, dont il espère reporter les bénéfices à son parti. Nos militants savent tous qu'il représente en premier lieu Annahj dans ces organisations de masse. Annahj a un projet de société globale. Ensuite, les associations ne font que défendre de petites parties de ce tout. Je considère Tariq comme une ouverture, pour nous, pour l'enracinement dans la société. D'un entretien à l'autre, Jawad livre une lecture de la scène politique instituée, de plus en plus imprégnée par le discours officiel de Annahj. Il aspire à démanteler le Marzen, dénonce la constitution octroyée, considère que le despotisme n'a fait que changer de style. S'il continue à réclamer que la vérité soit faite sur les événements de 81, il recadre cette cause qui cesse d'être sa préoccupation centrale. 1981, ce n'est qu'un résultat, ce n'est pas la racine du mal, affirme-t-il en 2006. Lorsque dans une posture méta-électorale d'observation du scrutin et de sensibilisation à la citoyenneté, le fondateur de Tariq constitue l'association en entreprise de moralisation à l'occasion des législatives de 2002, Jawad manifeste son désaccord. En tant que militant de Annahj, il boycotte les élections et considère l'initiative de Tariq comme une légitimation de l'ordre établi. En dépit de ce différend, il continue à s'investir dans l'association. Ici encore, l'association de quartier apparaît comme un lieu de convergence de parcours hétérogènes et comme un site où s'affrontent des conceptions différentes de l'engagement associatif et de ses frontières avec la scène politique instituée. L'exemple de Jawad
illustre quelques-unes des stratégies adoptées par des membres d'organisations politiques à la marge de la politique instituée ou dans une posture d'entrisme. Lorsque la hiérarchie des engagements privilégie la position dans la sphère partisane, les ressources associatives sont mobilisées dans les luttes de classement, individuelles et collectifs, au sein du dispositif partisan. Par ailleurs, ce type de multipositionnement montre non seulement comment plusieurs engagements peuvent s'emboîter, mais aussi comment la construction même de leur finalité évolue dans le temps. L'engagement associatif, un art de la présence. Soumiya, qui est institutrice, a le même âge que Jawad, qu'elle côtoie dans l'association Tariq. Son parcours illustre une autre modalité d'articulation entre univers associatif et politique. Aînée d'une fratrie de 10 enfants, elle vit dans l'appartement familial du quartier populaire où naît l'association. Elle grandit dans la peur, sous le contrôle étroit d'un père petit fonctionnaire. C'est à cette éducation qu'elle attribue son manque de confiance en elle-même, et même son célibat. Jusqu'en 1998, sa participation à la sphère politique se limite strictement au fait d'aller voter, et comme beaucoup d'habitants de son quartier, à l'époque, elle vote pour l'USFP, qu'elle considère de loin comme étant le porte-parole des opprimés. Je viens de comprendre pourquoi ça faisait 2 fois le truc. Laissez-moi juste une seconde. Tac, voilà, ça ne devrait plus... J'espère, il ne devrait plus y avoir 2 fois les alertes. Attends, je regarde juste un truc. Oui, non. Normalement, ça devrait être bon. Il ne devrait plus y avoir 2 fois les alertes. Très bizarre. Reprenons. Etc., etc. Elle vote pour l'USFP, qu'elle considère de loin comme étant le porte-parole des opprimés. Pour sortir de son confinement, elle décide d'apprendre la couture chez Radia. Lorsque le mari de celle-ci fonde Tariq en 1998, elle est invitée à l'inauguration, puis conviée à participer aux activités de l'association. Très vite, on lui propose de devenir membre du bureau. Peu à peu, l'association occupe tout son temps libre. Effrayée par ses insuffisances comparativement à d'autres membres, elle considère cette expérience comme une école. Elle se met à lire de la presse, dévore toute la littérature grise sur l'espace associatif qui lui passe entre les mains. Son défi est de combler le fossé qui la sépare des autres. Elle renoue avec l'écrit en rédigeant les procès-verbaux des réunions et des rapports et bénéficie de journées de formation. Placée au centre de l'organisation logistique, elle s'implique dans toutes sortes d'actions. Sorties avec les femmes du quartier, activités avec les enfants, invitations de membres de l'administration et des collectivités locales, de militants d'associations et de plaidoyers, mise en œuvre de l'opération de sensibilisation électorale en 2002. Elle est même amenée à représenter l'association. Qu'est-ce qu'on appelle la littérature grise, nous demande Bill Jelichik. Alors, merci de la question. La littérature grise, c'est la littérature dont il est difficile de dire si elle est militante ou scientifique. Ou si elle est engagée ou scientifique. Par exemple, on va inclure dans la littérature grise les rapports qui sont composés par des organisations officiels, les rapports associatifs, les rapports de militants, etc. Tout ce qui est un peu entre les deux, en fait. Placée au centre de l'organisation logistique, ça j'ai déjà lu. Elle est même amenée à représenter l'association à des centaines de kilomètres de sa ville. Avec les autres membres de Tariq, elle participe à des marches contre la corruption, aux grandes manifestations de soutien au peuple palestinien et irakien à Rabat. Toutefois, Soumiya met du temps à oser exprimer ses opinions, même lorsqu'elle préside l'association 3 ans après son adhésion. Son surinvestissement fait dire aux membres du bureau qu'elle est la colonne vertébrale de Tariq. Pour l'ancien président, il est fondamental de céder la place à une profane, à une femme. Pour les dissidents, ce n'est là qu'un stratagème permettant au fondateur de préserver son hégémonie. Soumiya ne se fait d'ailleurs guère d'illusions et se qualifie ironiquement de présidente sur le papier. Un événement change la donne. En 2003, le bureau programme l'organisation d'une action en faveur des victimes des années de plomb au cœur du quartier. En tant que présidente, Soumiya est convoquée à la préfecture où elle subit un véritable harcèlement psychologique. Consciente que les agents du ministère de l'Intérieur l'aperçoivent comme un élément vulnérable, elle prend l'initiative d'une consultation juridique
à la suite de laquelle, connaissant désormais ses droits, elle décide de ne pas se soumettre à leurs exigences orales. Le sit-in a lieu en présence des forces de l'ordre et sous le regard des médias. À l'issue de l'événement, Soumia se sent plus forte, comme grandie par cette épreuve. Selon ses dires, en effet, son expérience associative a bouleversé sa vie. Elle étonne ceux qui la connaissent et se surprend elle-même. Ses voisines la sollicitent pour qu'elle les aide à régler leurs problèmes avec les autorités locales ou à l'hôpital. À l'école dans laquelle elle enseigne, le directeur l'incite à devenir trésorière. Salut Ragbeno, à plus. À l'école dans laquelle elle enseigne, le directeur l'incite à devenir trésorière de l'association sportive. Des collègues qui lui proposent de représenter l'établissement dans un nouveau syndicat. Elle accepte et face à cette notoriété subie, son père renonce à contrôler ses mouvements de femme célibataire. D'un entretien à l'autre, il s'avère que le regard qu'elle porte sur la scène politique est comme aiguisé par ses nouvelles expériences. Si elle reste attachée au port du voile et à l'islamité de l'État marocain, elle doute de la capacité des membres du PJD, qu'elle fréquente dans le cadre de ses activités syndicales, à résoudre les grands problèmes du pays. Alors même qu'elle participe à la campagne de sensibilisation au vote, elle se laisse convaincre par Jawad que la participation électorale consolide la monarchie autoritaire. Le passage par l'association de quartier conduit Soumia à se repositionner par rapport à la politique instituée. Il l'expose non seulement à des participations plurielles, à l'acquisition de compétences cognitives et pratiques, au développement d'un rôle de médiation, à des collaborations, mais également à des confrontations avec les autorités publiques. Autant d'expériences qui éveillent et renforcent son sentiment de légitimité. Bien plus, sa métamorphose s'incarne dans un art de la présence. Elle acquiert une reconnaissance dans toutes les sphères de sa vie. Comme les femmes analphabètes du quartier qui participent à ses côtés aux activités de l'association très tard dans la nuit, accompagnées de leurs enfants en bas âge, Soumia bouscule les normes et sape les rapports d'autorité au sein de la famille et dans la vie publique. Cette observation au microscope révèle les intrications de l'espace associatif local et de la scène politique dans des quartiers populaires de Casablanca. Les associations étudiées constituent des lieux de convergence d'acteurs au positionnement hétérogène à l'égard de la politique instituée. La mise en récit du changement politique à partir de la fin des années 90 semble s'accompagner d'une plus grande attractivité de l'espace associatif aux yeux de personnes jusque-là méfiantes à l'égard de la politique, évaluées selon des critères éthiques, assimilés au premier abord à un monde lointain et à un univers de compromission, par contraste avec une sphère associative vertueuse, accessible, ancrée dans le monde vécu. Ces acteurs appartiennent souvent à la première génération de leur famille née en ville. Ils sont plutôt en mobilité sociale et disponibles biographiquement par leur situation matrimoniale et ou professionnelle. Coucou Kélias. Dans un jeu de miroir, la frontière entre les sphères associatives et politiques fait l'objet de luttes continuelles. Au début des expériences, l'action associative se construit... j'ai perdu ma ligne. Au début des expériences, l'action associative se construit tantôt en dissociation avec la politique, tantôt en connexion. Elle est investie en tant qu'activité sociale, substituée à la participation politique, tribune pour des acteurs marginalisés ou tremplin à l'échelle locale. Il arrive qu'elle conduise à une renégociation du rapport à la politique. En amont, les effets de cette participation se modulent en lien avec des propriétés des acteurs, leur socialisation et leur positionnement de départ. Pour ceux qui affichent leur distance par rapport à la politique instituée au début de leur adhésion, les incidences se configurent différemment, selon qu'ils construisent celle-ci de manière polarisée ou non, selon qu'ils manifestent à son égard une méfiance par méconnaissance ou en connaissance de cause. En aval, la nature et l'ampleur des effets se tissent dans l'intrication de facteurs internes, nature de l'insertion dans l'association, durée et intensité de l'investissement, composition de groupe, et externe, articulation avec les autres sphères de la vie, surgissement d'événements socialisateurs. Du fait même des points de jonction entre scène associative, partisane, électorale, syndicale et protestataire, l'action associative expose les primos engagés à d'autres participations. Elle les dote de compétences praxiques et cognitives, les projette encore davantage dans un terrain propice aux interactions avec diverses agences de gouvernementalité, favorise dans un va-et-vient la reconversion circulaire de ressources et de savoir-faire. À l'occasion, elle éveille des appétences pour la politique, pour la compétition électorale ou produit de l'empowerment.
Il ne s'agit nullement de se joindre au chœur célébrant les vertus de la participation associative. Dans l'absolu, celle-ci n'est ni le service de soins palliatifs du politique, ni le lieu de son désamorçage. D'une situation spécifique à l'autre, elle fait l'objet d'une palette de définitions, d'investissements et de micro-stratégies, aussi nombreuses que variables, diachroniquement et synchroniquement. Et c'est la fin de ce premier article portant sur les formes de politisation, de repolitisation liées à l'espace associatif à Casablanca dans les années 90. J'espère que ça vous a intéressé. Et on voit, je pense, une dynamique qu'on voit aussi en France. C'est pas quelque chose qui est spécifique à ce contexte, même si évidemment il y a des effets de contexte qu'on peut pas nier. Mais on voit bien ce côté... comment dire, l'idée d'une vie associative comme espace un peu palliatif, comme elle dit, de la vie politique, qui en fait est plus compliqué que ça. Alors, là on a vu une approche, ça renvoie encore une fois à l'interview de l'autre jour, une approche très qualitative en fait de la situation, une sorte de reportage en fait. Et maintenant, on va avoir une approche plus ancrée dans des données quantitatives, en rapport avec la discussion qu'on avait l'autre jour avec Vincent Tiberi, puisqu'on va lire un de ses chapitres. Salut Ezekiel. Eh ben, ça fait plaisir ça que tu trouves ça intéressant. Est-ce que je pense que les associations antiracistes pourraient par exemple amener une politisation plus forte des quartiers populaires ? Alors je n'ai pas d'avis à donner en fait sur cette question, je pense que tout est possible, ça dépend peut-être des associations dont on parle, mais si ça t'intéresse, moi je peux te recommander de te tourner sur cette question, sur la spécialiste du sujet en France, bien sûr, qui s'appelle Camille Hamidi, qui est une spécialiste de la question des politisations en rapport avec l'associatif dans des groupes dits issus de la diversité, entre guillemets, en France, et qui vient de finir son habilitation à diriger des recherches où elle travaillait précisément sur cette question-là, en fait, sur la question de... alors elle ne parle pas de rapport de race, elle parle d'ethnicité, c'est un peu compliqué, mais sensiblement c'est la même question, comment est-ce que ça interagit avec la participation politique ? Je pense que si ça c'est une question qui t'intéresse, c'est une chercheuse à mon avis qui va pouvoir t'apporter beaucoup plus de réponses que moi, puisque moi je vais juste pouvoir te dire « Oh bah oui, c'est comme ci, c'est comme ça ». Ouais, Camille Hamidi avec un H exactement comme tu l'as écrit. Je peux t'envoyer un des articles, je me demande si on l'a pas... Est-ce qu'on l'a lu son article, les gens qui sont un peu des vieux de la vieille là ? On l'a pas lu son article sur... Non, on l'a pas lu, élément pour une approche interactionniste de la politisation. Je vais te mettre le lien. Et tu peux le lire toi-même de ton petit côté. C'est un très bon article, très intéressant, qui revient précisément là-dessus en fait. Donc voilà, bonne lecture. Je m'attendais à des graou tel un pandarou. Les pandarous ne font pas graou. En réalité, les pandarous font chip. C'est abordable. Ouais, c'est abordable. Il y a un peu de jargon parfois, mais tu peux passer les parties qui parlent de jargon pour te concentrer sur les études de cas. Alors là, qu'est-ce qu'on va lire ? Eh ben, on va lire le chapitre 6 du livre dont on parlait lundi avec Vincent Tiberi, qu'il a écrit lui, qui s'appelle « Ni pire ni meilleur, différent ». Comment la citoyenneté évolue parmi les jeunes. Alors là, c'est un texte qui est très récent, puisqu'il vient tout juste d'être publié, contrairement au précédent texte qu'on était en train de lire, qui datait à peu près d'une dizaine d'années, et qui s'intéresse sur la base de l'enquête valeur, justement, la fameuse enquête qui était citée dans notre interview de l'autre jour, à la question des formes de la citoyenneté parmi les jeunes. Et on va voir que cette question de l'apathie et de la participation politique, figurez-vous, elle était compliquée au Maroc il y a 10 ans, figurez-vous qu'elle est compliquée en France aujourd'hui. Donc on y va. Ni pire ni meilleur, différent. Alors le lien que vous aurez si vous tapez article, ce sera le lien à la documentation française du bouquin entier, puisque c'est un bouquin complet. Vous pouvez l'acheter même en PDF, comme vous pouvez le constater ici. Ça coûte pas trop cher, et puis je pense que c'est intéressant. Il y a pas mal de trucs assez intéressants dans ce bouquin, et je pense que il déconstruit aussi pas mal de petits clichés qu'on peut avoir, et donc ça peut être une lecture intéressante si vous vous intéressez à ces questions-là. Et contrairement à ce que son titre indique, il ne s'intéresse pas qu'à la jeunesse. C'est aussi un truc qui peut être souligné. Alors Vincent Tiberi, je ne vais pas revenir sur sa présentation, il l'a faite lui-même lundi. Donc je vous envoie vers l'interview de lundi pour les gens qui veulent savoir qui c'est. Disons qu'il est politiste, spécialisé en sociologie politique, plutôt quantitative,
et notamment sur les formes de participation de ce que j'appellerais moi les citoyens ordinaires, c'est-à-dire les gens normaux, quoi. Je sais pas comment dire autrement. Voilà. Alors on s'y met ? C'est parti. C'est un discours entendu très souvent et à des périodes différentes. Les jeunes sont vus comme une chance mais aussi une déception, notamment quand il s'agit de leur rôle de citoyen. On blâme leur manque d'engagement supposé, notamment quand il s'agit de la vie de la cité. On s'offusque qu'ils ne se rendent pas assez aux urnes, alors que les générations précédentes se sont battues, sont mortes pour obtenir le droit de vote ou pour le maintenir. Donc ce que j'appelle les gens normaux. Ouais, bref. Se sont battus pour obtenir le droit de vote ou pour le maintenir. On déplore leur manque de confiance dans les institutions et les acteurs politiques. On attend d'eux qu'ils se comportent comme de bons citoyens, tant en termes de valeurs et de comportement, notamment écologiques. Pourtant, c'est peut-être une autre citoyenneté qui est en train d'émerger parmi les millennials, les gens nés entre les années 80 et 90, dans les années 80 et 90. Oui, ils votent moins et adhèrent moins aux organisations partisanes. Oui, ils critiquent les institutions et doutent des capacités des élus à résoudre les problèmes. Mais les marches pour le climat sont apparues dans et grâce à la jeunesse. C'est aussi dans cette jeunesse que de nouvelles formes d'action politique se construisent, notamment à travers les réseaux sociaux. Et comment ne pas leur donner raison quand le chômage reste endémique, que les inégalités sociales ne se résorbent pas et que le réchauffement climatique devient de plus en plus concret. Mais toute la jeunesse est-elle concernée et mobilisée de cette façon ? Quid des jeunes des banlieues ou du monde rural ? Clairement, se pose aussi ici la question des inégalités sociales et territoriales face aux politiques. Dans ce chapitre, je vais montrer que la citoyenneté est en train d'évoluer, et que ces évolutions sont particulièrement visibles chez les jeunes et certains des moins jeunes. Là où certains pensent déclin, ce chapitre répond transformation. D'abord, je rappellerai l'état de la recherche sur la question, puis je ferai un bilan des rapports à la politique avant de proposer une typologie des citoyennetés qui permettra de mieux comprendre les évolutions de ces rapports. De la démocratie représentative aux citoyens qui s'affirment. Quand on définit la démocratie, c'est souvent à travers les mots d'Abraham Lincoln. Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Si la citation relève d'un beau projet, elle est loin de rendre compte du fonctionnement effectif des démocraties modernes, lesquelles se caractérisent avant tout par le fait qu'elles sont représentatives, et laissent finalement une place limitée aux citoyens. Oui. Attendez, est-ce que j'ai mis à jour la... Ah non, mais c'est n'importe quoi, vous voyez rien là. Attendez. C'est n'importe quoi. Mais non, pas du tout. J'ai coupé le texte en deux. Personne me dit qu'on voit même pas le texte. Vous êtes vraiment des assistés. Alors, je disais. Oui, le peuple a son mot à dire au moment des élections. Mais le pouvoir est exercé avant tout par des représentants qui, la plupart du temps, le font sans plus guère consulter leurs électeurs. Le rôle des citoyens est de s'informer et de s'intéresser aux affaires du pays. Mais les penseurs de la démocratie moderne se méfient d'eux. La première manière de limiter leur influence est donc de les canaliser par l'élection, alors que les démocraties antiques se caractérisaient par le tirage au sort et le vote direct des lois. L'élection est certes une pratique libre qui permet d'exprimer des choix, mais c'est aussi un dispositif d'encadrement de ces choix. Ces derniers ne peuvent s'exercer que selon des modalités préétablies. Droit de suffrage, définition des voix exprimées et des bulletins blancs ou nuls, entre des candidats sélectionnés, selon des règles de parrainage ou de validation des candidatures, et selon un calendrier donné et pour des postes fixés. Ce n'est pas pour rien que Ronald Inglehart évoque le vote comme dispositif de participation dirigé par les élites. Ce dispositif aboutit donc à amoindrir le rôle des citoyens. Bernard Manin insiste sur les deux visages de l'élection, qui cumulent généralement le principe égalitaire d'un citoyen une voix et le principe aristocratique selon lequel un individu est élu pour des qualités qui le distinguent en le rendant supérieur à ses électeurs. Les historiens de la démocratie, notamment Pierre Rosanvallon, ont montré que derrière l'égalité formelle de la citoyenneté,
des barrières ont été souvent érigées pour se prémunir des incapacités des individus à exercer ces rôles. Les groupes suspects ont été, et sont encore parfois, les femmes, les pauvres, les minorités ethniques ou raciales, les jeunes ou les anciens criminels. Ce fond de méfiance à l'égard des citoyens a été confirmé par les dernières analyses quantitatives sur le niveau de compétence des électeurs, notamment aux États-Unis, par les premières analyses quantitatives, notamment aux États-Unis avec l'étude fondatrice Voting de Bernard R. Berenson, Paul Lazarsford et William N. McPhee, paru en 1954. Nos données révèlent que certains des prérequis communément admis pour que les opérations démocratiques soient un succès ne sont pas atteints par le comportement des citoyens moyens. Beaucoup votent sans réel investissement dans l'élection. Les citoyens dénotent une faible connaissance des détails de la campagne électorale. D'aucune manière, ils ne font preuve d'une grande rationalité. Philip E. Converse, en 1964, montre à partir d'un échantillon de citoyens américains de 1954 qu'à peine un électeur sur 10 est capable de juger les candidats à la présidentielle selon des grilles de lecture politique, et que près d'1 sur 5 n'est capable de fonder ses jugements que sur la personnalité supposée des citoyens. D'emblée, je considère que ces analyses sont datées. Les chercheurs américains et français ont pu identifier un deuxième phénomène fortement lié à ces questions de compétences objectives. Daniel Gaxi et Pierre Bourdieu ont ainsi mis en évidence une dimension de compétences subjectives, c'est-à-dire le droit ou le déni par les individus eux-mêmes à opiner, c'est-à-dire à produire une opinion. Certains se sentent légitimes à s'exprimer, à voter, participer, tandis que d'autres pensent qu'ils n'en ont pas les qualités, qu'ils n'en savent pas assez. Cette compétence ou incompétence subjective recouvre les inégalités et les logiques de la domination sociale. Les hommes se sentent plus légitimes que les femmes, les diplômés que les non-diplômés, les cadres que les ouvriers, etc. Éric Agrikolanski a étudié par exemple le cas des électeurs des beaux quartiers qui se donnent le droit à opiner sur le politique sans pourtant que leur connaissance du domaine soit particulièrement forte. La découverte du citoyen réel a abouti à tout un courant d'idées autour de la vision élitiste de la démocratie. Je suis désolé, il faut que je le dise, mais quand je lis cette phrase, je pense au même, je ne sais pas si vous connaissez le même, où on voit un scientifique en train de regarder dans une flasque, et généralement c'est marqué « Enfin !» et là je me disais « Enfin, le citoyen réel !» Pardon. Dans ce courant, on retrouve par exemple Gabriel Almond et Sidney Verba, qui ont identifié différentes cultures de citoyenneté. Paroissiale, centrée sur le proche, sujette, fondée sur l'obéissance, participante, fondée sur le respect de la loi, et impliquée dans les décisions politiques. Mais surtout, ils argumentent qu'il ne faut pas que trop de citoyens soient actifs. Ils sont rejoints par Ronald R. Berenson, Paul Lazarsfeld et William N. McPhee, qui pensent que si certains sont et doivent être intéressés par la politique, d'autres ne le sont pas et n'en ont pas le besoin. Je suis désolé, mais je ferai le même plus tard. En résumé, institutionnellement, les démocraties occidentales, dont la démocratie française, sont certes construites sur une légitimité dérivée des citoyens, mais la place laissée à ces derniers est relativement limitée. Au regard des résultats quant à la compétence politique des citoyens ordinaires, d'aucuns pourraient considérer à raison qu'il vaut mieux les laisser à l'arrière-plan. En cela, on retrouve l'idée que la démocratie doit avant tout être un régime de la raison, une ratiocratie dans laquelle les élus exercent le pouvoir par la délibération et l'échange d'arguments. Dans la réalité, les procédures de décision, les spécialistes de l'action publique ont montré à de multiples reprises combien cette vision est elle-même illusoire. On retrouve cette logique, par exemple, dans la justification de ratifier par la procédure parlementaire le traité de Lisbonne, et ainsi de remettre en question le référendum de 2005 et la majorité des votants qui avaient soutenu le non. Cette conception reste dominante, y compris au niveau local, où rarement les dispositifs de démocratie participative laissent de réelles marges de décision aux citoyens.
Face à cette méfiance politique et scientifique, historique et actuelle, un autre courant de recherche a brossé un portrait très différent des évolutions et des capacités des individus. Ronald Inglehart a très tôt pris acte des résultats obtenus dans les enquêtes des années 50, mais il a fait l'hypothèse que les citoyens allaient gagner en compétences politiques à travers le renouvellement générationnel, l'élévation générale du niveau d'éducation et l'accès facilité aux informations politiques. Ces trois phénomènes aboutiraient à une mobilisation cognitive, avec une citoyenneté certes plus critique, moins respectueuse des autorités sociales, politiques ou religieuses, plus protestataire mais beaucoup plus investie aussi et mobilisée en politique. Cette idée se retrouve dans le travail de Russell Dalton, qui parle de super citoyens, dès le début des années 1980, et considère que les cohortes du devoir civique sont en phase d'être remplacées par les générations de l'engagement. Avec Christian Welzel, il a proposé le concept d'assertive citizens, des citoyens qui s'affirment, qui ont confiance en eux et qui remplaceraient les allegiant citizens, c'est-à-dire des citoyens de l'allégeance. Quelles sont les conséquences pour les Français de 2018 et particulièrement pour les jeunes Français de 2018 ? D'abord, je défendrai l'idée qu'il n'y a pas une seule manière d'être jeune citoyen. Certains citoyens d'hier pouvaient être compétents et participants, d'autres se comportaient et se comportent comme des citoyens déférents, peu intéressés, peu confiants en leur capacité à opiner, mais confiants envers les autorités, pour choisir à leur place ce qu'il convient de faire. Parmi les baby boomers étudiés par Ronald Inglehart, on retrouve également des différences internes. Les citoyens critiques, intéressés et contestataires apparaissent parmi eux. Mais on compte aussi des citoyens qui préfèrent rester à leur place. On peut penser aussi que parmi les jeunes, certains s'intéressent à la politique, ont confiance dans les institutions et les partis, tandis que d'autres s'y intéressent mais rejettent la politique telle qu'elle se fait, et que d'autres encore ressemblent aux citoyens ordinaires d'hier. J'y ajouterai que ceux que je qualifie de citoyens distants, cognitivement capables de jouer leur rôle, ceux que je qualifie de citoyens distants, cognitivement capables de jouer leur rôle, mais qui prennent leur distance avec la politique. Ensuite, je proposerai qu'au-delà de la diversité interne des citoyens et des jeunes citoyens, il existe effectivement des évolutions de long terme, et je postulerai que c'est notamment à la disparition des citoyens déférents qu'on insiste, et à une montée en puissance des citoyens distants à mesure que le renouvellement générationnel s'opère. Les apports à la politique, premières approches. Le rapport à la politique est un phénomène complexe, fait à la fois d'engagement temporel et cognitif de la part des individus, de ressenti subjectif face aux institutions et aux acteurs, mais aussi de participation. Il reste très difficile de dresser un état des lieux exhaustif de ces rapports. D'abord parce que la politique reste un domaine aux frontières floues. Parfois, on déplore que les citoyens ne s'intéressent pas à la politique, mais encore faudrait-il définir ce qu'est cette politique dont ils et elles se désintéressent. Les citoyens peuvent très bien se sentir concernés par les affaires de leur commune, de la société, ou par la manière dont certains groupes sont traités, ou encore se mobiliser pour des causes internationales ou sociétales, et dans le même temps ne pas ou ne plus avoir d'appétence pour la scène politique classique, où partis, ministres, opposants jouent leur partition. Ici, on a choisi la définition classique, alors qu'on sait combien elle reste limitative. Ensuite, il faut se méfier d'une lecture des résultats trop près des questions. Prenons la question de la confiance ou de la défiance politique. Souvent, on retient que les Français ne font plus confiance aux responsables politiques. Est-ce grave ? Hans-Dieter Klingemann distingue plusieurs paliers de confiance et de défiance politique. Concernant le système d'allocation du pouvoir, il s'agit du soutien ou non à la démocratie plutôt qu'à un autre système de gouvernement. Pour des institutions, ne pas avoir confiance dans la manière dont le Parlement produit les lois ou s'interroger sur la pertinence du Sénat n'implique pas nécessairement que les individus concernés veulent remettre en cause la démocratie. Par exemple, il existe une méfiance culturelle chez certains Américains face aux possibles dérives du gouvernement. Enfin, il y a les acteurs. Ne pas avoir confiance dans le gouvernement d'Édouard Philippe, par exemple, est somme toute banal, notamment chez ceux qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron.
les confiants envers Édouard Philippe ou Jean Castex seraient très vraisemblablement les défiants d'un gouvernement socialiste. La défiance est donc aussi conjoncturelle et fait partie du fonctionnement normal d'une démocratie. L'avantage de l'enquête valeur est qu'elle permet de saisir les rapports à la politique et à la citoyenneté des individus beaucoup plus largement qu'à travers certaines définitions ou approches trop institutionnelles. Alors là, par exemple, on va voir le commentaire, mais on va prendre le temps de regarder et de prendre quelques notes sur le tableau. Hein. Là, vous comprenez, on a donc plusieurs types de représentations. On a plusieurs qualificatifs, hein, par exemple, sont proches d'un parti, font confiance au parti, font confiance au gouvernement, s'informent en politique, etc., etc. Et ensuite, les réponses sont divisées par tranche d'âge, en réalité. Donc, plus le bleu est profond, plus les gens sont jeunes. Ainsi, on peut lire la case ci présente, hein, 33% des 18-29 ans se disent intéressés par la politique, dans le cadre de cette enquête. Qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir en fait une différence assez marquée, je pense que vous la constatez avec moi, entre les 60 ans et plus, ou dans certains cas les 45 ans et plus, et le reste de la population. Par exemple, intéressé par la politique, vous pouvez voir qu'il y a une différence forte avec près d'un 60 ans et plus sur 2 qui va l'être, tandis que les autres cohortes vont être plus autour de 33% pour les 18-29 ans, un peu moins de 40%, on est à 36% et 37% respectivement pour les 30-44 ans et les 45-59 ans. Alors qu'est-ce qui diffère ? Considérer que la politique est importante, ça baisse avec l'âge, mais ça réaugmente quand vous passez les 60 ans. S'informer en politique, tout le monde le fait plutôt majoritairement, mais encore une fois, les 60 ans et plus le font beaucoup plus que le reste de la population. Être satisfait par le fonctionnement de la démocratie, là encore, une surreprésentation des oui parmi les personnes de 60 ans et plus. La confiance envers le Parlement, là vous avez d'un côté le groupe des 18-29 ans qui font moins confiance, et d'un autre côté les 60 ans et plus qui font plus confiance. Selon ce critère, ça grandit avec la tranche d'âge en ce qui concerne la confiance au gouvernement. La confiance au parti est basse partout, et vous remarquerez que c'est intéressant parce que les gens répondent ne pas faire confiance au parti, mais par contre répondent beaucoup être proches d'un parti. Et enfin, sur le vote, vous avez une vraie différence pour le coup entre les 18-44 ans et les 45 jusqu'à l'âge de la mort, avec une vraie distinction, là encore des 60 ans et plus, qui votent beaucoup plus que le reste de la population. Le résultat le plus marquant, donc là maintenant c'est lui qui discute des mêmes résultats, donc il va nous dire un petit peu de façon un peu plus fine ce qu'on peut en constater. Le résultat le plus marquant est la faible singularité des jeunes, qui ne se démarquent guère des classes d'âge actives. En revanche, les 60 ans et plus se distinguent fortement du reste de la population. Ils sont les plus nombreux à s'impliquer en politique. 48% se déclarent intéressés par la politique, 45% considèrent que la politique est une activité importante et 76% s'informent régulièrement en politique. 69% se sentent proches d'un parti et près de 71% déclarent voter à chaque élection. Ils semblent également les moins touchés par la défiance à l'égard de la politique institutionnelle. 41% sont satisfaits du fonctionnement de la démocratie, 39% font confiance au Parlement et 35% au gouvernement. Salut Rogue One. Ce résultat va à l'encontre des travaux classiques sur les effets de l'âge et du cycle de vie. Généralement, on considère que la retraite et l'âge avancé sont des facteurs de retrait du politique. C'est effectivement ce que l'on retrouvait dans les vagues précédentes de l'enquête valeur. L'intérêt pour la politique diminuait entre les classes d'âge actives et les plus de 65 ans. Mais ici, se donne à voir un effet de génération spécifique aux baby-boomers français. Très tôt, ces électeurs nés dans les années 40 et 50 se sont démarqués par un niveau exceptionnel d'intérêt pour la politique, dès leur arrivée dans la citoyenneté dans les années 60 et 70. Clairement, cet effet de génération perdure encore aujourd'hui et vraisemblablement donne le ton à ce que l'on attend d'un citoyen. Leur propension à voter de manière systématique contribue aussi à asseoir l'influence de ce groupe dans la vie politique. Leur connexion à la politique est telle qu'elle se fait institutionnellement et en termes de parti,
et leur niveau d'engagement peuvent effectivement servir d'étalon à ce que peut être un bon citoyen. On verra cependant, plus loin, que cet étalon peut être trompeur et masquer d'abord de réelles disparités au sein des baby-boomers, et ensuite d'autres manières d'être citoyen. Les 18-29 ans s'avèrent donc très proches des classes d'âge actives, y compris les 45-59 ans. Comme elles, les jeunes se méfient des partis, autour de 10% de confiance. Comme elles, ils sont divisés sur la manière dont fonctionne la démocratie, autour de 35% en sont satisfaits. Comme elles, ils sont nombreux à s'informer sur la politique, 64%, et 34% s'y intéressent, contre 37% pour les 30-59 ans. Les jeunes se distinguent sur plusieurs points. Ils sont plus nombreux à considérer que la politique est importante, à hauteur de 43%, soit presque autant que les seniors. Mais ils s'avèrent aussi moins confiants dans les institutions. Ils ne sont que 27% à avoir confiance dans le Parlement et 23% dans le gouvernement. De même, ils sont 59% à se dire proches d'un parti. Le plus marquant dans ces résultats est la faible part des jeunes qui déclarent voter systématiquement, à peine un quart, quand ils sont 31% parmi les 30-44 ans et 51% parmi les 45-59 ans. On y reviendra dans le chapitre sur la participation. C'est sans doute une donnée qui peut alerter et dont les conséquences peuvent être particulièrement importantes. Globalement, on ne peut pas dire que les jeunes sont des citoyens de rupture, en tout cas pas plus en rupture que beaucoup d'autres âgés de 30 à 59 ans. Mais si seulement une minorité d'entre eux se déplace régulièrement pour voter, leur poids réel sera minoré dans les urnes, à la différence des seniors, qui pèsent alors plus que leur poids démographique. Pour peu que les préférences politiques des uns et des autres ne soient pas les mêmes, et c'est le cas, alors il y a de bonnes chances que les partis se focalisent plutôt sur les préférences des votants, et donc des seniors, plutôt que sur celles des jeunes qui ne se mobilisent guère. Et naturellement, se pose la question des inégalités sociales au sein de la jeunesse. Si les votants systématiques parmi les jeunes sont les plus riches, les plus urbains ou les plus diplômés, quelles pourraient être les conséquences en termes de capacité à se faire entendre chez les ruraux, les pauvres et les moins diplômés ? On peut également s'interroger sur les origines de ce faible engagement dans l'élection. L'interprétation la plus classique tourne autour d'un effet de cycle de vie. Les jeunes, ou tout au moins une large partie d'entre eux, n'auraient pas pris le pli du vote, parce qu'ils sont en train de se chercher, et donc traversent un moratoire politique. D'autres y voient le manque de structuration produit par les réseaux personnels des individus qui devraient les amener au vote. Les jeunes ne sont plus sous l'influence directe des parents ou des professeurs, mais pas encore insérés dans les réseaux amicaux, professionnels ou de voisinage qui peuvent contribuer à amener aux urnes. La première hypothèse laisse penser que l'effet moratoire serait temporaire et devrait s'estomper avec le passage à l'âge adulte pleinement réalisé. L'hypothèse de Franklin, donc l'hypothèse de Franklin, c'est que quand ils vont s'insérer dans des réseaux, etc., ils vont participer, est plus pessimiste, car il considère que si le pli du vote n'est pas pris en début de carrière, cette situation ne changera pas pendant le reste de la vie adulte. Enfin, j'ai proposé ailleurs, dans divers endroits, que derrière ce rapport au vote, c'est une transformation politique qui est en cours et qui va perdurer, portée par le renouvellement générationnel. Se posent deux types de questions face à ces premiers résultats. D'abord, que valent des comparaisons entre classes d'âge quand on sait qu'elles sont très différentes les unes des autres en termes de composition ? Même si les baby-boomers ont bénéficié de la première explosion scolaire des années 60, nombre d'entre eux n'ont jamais atteint le niveau du baccalauréat, et encore moins fréquenté l'établissement supérieur. Parmi les seniors, 13% sont bacheliers, et 20% titulaires d'un diplôme du supérieur, contre respectivement 35 et 31% chez les 18-29 ans. Parmi les 30 et parmi les 30-45 ans qui ont tous fini leurs études, les proportions sont de 22 et 44%. De même, les situations entre hommes et femmes ne sont clairement plus les mêmes. Quoi de commun entre les femmes de plus de 60 ans dont les mères, voire elles-mêmes pour les plus âgées, ont été un temps privées du droit de vote et qui ont commencé leur vie d'adulte dans une société où les femmes n'avaient pas le droit de travailler ou d'ouvrir un compte sans l'autorisation de leur mari, et celles qui participent au marché du travail presque autant que les hommes, qui travaillent dans un univers traversé par la question des inégalités salariales et du plafond de verre, et plus récemment par MeToo.
Les mondes professionnels qu'ont connus les seniors et que connaissent les jeunes ont beaucoup changé également. De l'industrie au service, de la relative protection des frontières à la globalisation, des CDI à la montée des emplois précaires. Alors c'est une régression, en plus c'est compliqué à lire, je suis pas quantitativiste donc je suis pas expert de la lecture. En gros, ce qui est analysé par ça, c'est des probabilités. Hein. En gros, une régression, c'est en fonction de telle variable, comment est-ce qu'on fait évoluer la probabilité de faire ci ou ça. Mais ce qui nous intéresse ici reste la variable d'âge ou de génération. Son effet est particulièrement fort, y compris au regard des autres variables. Par exemple, un jeune de la tranche d'âge des 18-29 ans a 10 fois moins de chances d'être un votant systématique qu'une personne de 60 ans ou plus qui lui est en tout point comparable. Il aura également 2 fois plus de chances d'être défiant et 4 fois moins de chances d'être intéressé par la politique. Autrement dit, les effets que l'on a constatés précédemment ne sont clairement pas des effets de composition, mais bien des effets qui renvoient à des enjeux de cycle de vie ou de génération. Mais il faut aussi relativiser la spécificité des 18-29 ans. Ils sont proches des 30-44 ans sur l'intérêt pour la politique et le lien au vote, et relativement proches de ces derniers sur la confiance au Parlement. Les 45-59 ans se situent dans l'entre-deux. Autrement dit, ce que l'on constate chez les 18-29 ans ne peut se résumer à un effet de moratoire. Il s'étend largement au-delà des années de jeunesse et touche des classes d'âge actives et rentrées depuis longtemps dans l'âge adulte. Au sein des 18-29 ans, cette fois, les différences entre jeunesse sont relativement faibles, particulièrement s'agissant de la défiance. Ainsi, les diplômés du supérieur ou du secondaire ne se distinguent pas significativement.
Dans ces deux groupes, plus de 7 jeunes sur 10 n'ont pas confiance dans le Parlement, quel que soit le lieu d'habitation. Ils sont entre 68 et 77% à ne pas faire confiance au Parlement. C'est aussi le cas de 73% des jeunes femmes et 71% des jeunes hommes. Seuls les jeunes appartenant aux foyers les plus riches se distinguent significativement des autres. Ils ne sont alors que 57% à être défiants. La déconnexion au vote est également particulièrement répandue et déborde largement des groupes classiquement abstentionnistes. Ainsi, même si les plus riches semblent être de plus souvent des votants systématiques, seulement 40% d'entre eux sont en fait dans ce cas, contre 23 à 27% des jeunes appartenant au premier, deuxième et troisième quintile de revenus. C'est les plus pauvres, hein. Premier, deuxième, troisième. Quant aux diplômés du supérieur, 33% se disent votants systématiques. Ah non, pardon. Si, c'est ça. Quant aux diplômés du supérieur, 33% se disent votants systématiques, soit une différence significative avec les diplômés du secondaire, qui sont 17%. Mais dans les deux cas, c'est la distanciation d'avec le vote qui prévaut. En cela, les 18-29 ans, mais aussi les 30-45 ans, se distinguent des plus de 60 ans. Parmi ces derniers, le taux de votants systématiques est de 64% chez les membres du premier quintile de revenus, 86% chez ceux appartenant au 5e décile. 67% des diplômés du primaire ou du secondaire et 83% des diplômés du supérieur. Il fut un temps où l'abstentionnisme était perçu comme un signe de mauvaise intégration sociale. Clairement, cette interprétation est datée pour les générations âgées de 45 ans ou moins. Nous avons proposé ailleurs que voter ne suffit plus et que l'acte électoral s'est décentré, notamment au profit d'autres manières de participer. Quant à l'intérêt pour la politique, ici encore la singularité des moins de 30 ans, mais aussi des 30-44 ans, est visible. Les seules variables significatives au sein de la jeunesse sont le genre et le diplôme. 39% des hommes contre seulement 29% des femmes se disent intéressés par la politique. Il y a sans doute encore un effet de socialisation genrée de ce point de vue, mais qui tient peut-être aussi aux combats et enjeux vers lesquels les femmes préfèrent se tourner. Clairement, la politique institutionnelle n'attire guère les jeunes. Si l'on examine cette thématique au regard du diplôme, on passe de 23% d'intéressés parmi les jeunes diplômés du secondaire à 42% parmi les diplômés du supérieur, contre respectivement 48% et 80% chez les plus de 60 ans. Chez ces derniers, on pouvait considérer que les inégalités de politisation s'expliquaient par les inégalités sociales et les logiques de domination. Mais dans le cas des jeunes et des 30-45 ans, cette analyse ne suffit plus. Les logiques du sens caché sont vraisemblablement encore à l'œuvre dans ces générations, mais ne permettent pas à elles seules de comprendre pourquoi des citoyens qui disposent pourtant du capital culturel, voire du capital économique, se démarquent de leurs homologues plus âgés par une plus grande défiance, un plus fort désintérêt et un rapport au vote plus relâché. Au terme de cette analyse, on voit bien que ce sont moins les jeunes qui se distinguent des autres classes d'âge que les seniors. Surtout, ces résultats viennent renforcer l'hypothèse d'effet de génération et non de cycle de vie. Les 18-29 ans de 2018 sont moins intéressés, plus défiants et moins connectés aux urnes, mais au vu de leur ressemblance avec les trentenaires, quarantenaires, voire cinquantenaires, il y a de grandes chances que cela ne leur passe pas en grandissant. L'enquête valeur permet ainsi de mettre en évidence une transformation bien plus profonde de la citoyenneté dans la démocratie française. Une typologie des rapports à la citoyenneté. Pour mieux comprendre ces transformations des liens à la politique, je propose d'analyser comment le rapport à la citoyenneté évolue en repartant de la notion de compétence politique. Ce faisant, je vais démontrer qu'il faut modifier notre grille d'analyse traditionnelle. Le faible intérêt pour la politique n'est pas simplement une question de domination ou de remise en soi des citoyens en faveur des élites, par exemple, mais bien le signe d'un changement de manière d'être citoyen. De même, l'absence de confiance ne signifie pas l'aliénation, le sentiment de ne pas être défendu. Enfin, cela permettra de comprendre pourquoi la mobilisation cognitive que prédisait Ronald Inglehart n'a pas eu lieu, ou alors pas comme il l'attendait. Traditionnellement, la compétence politique renvoie à deux dimensions qui généralement se renforcent l'une l'autre. La première est celle des connaissances.
Les électeurs doivent connaître les élus et les partis, leur position sur les enjeux pour produire des opinions informées sur la politique. L'autre est celle de l'appétence, un goût pour les affaires publiques et les débats qui les animent. Plus on aime un domaine de la société, ici la politique, mais cela peut parfaitement s'appliquer dans le football ou dans les mangas, plus on va s'informer et donc accumuler des connaissances qui à leur tour vont permettre de mieux comprendre les logiques des acteurs et d'apprécier les stratégies, les évolutions sur les enjeux, etc. A l'inverse, un électeur qui n'a pas de goût pour la politique va peu ou pas du tout chercher à s'en informer, comprendra donc de moins en moins ce qu'il se passe dans la scène politique et verra alors son indifférencialisme renforcé, tous les mêmes, voire tous pourris. Généralement, les travaux classiques sur la compétence politique, dans leur version américaine ou française, constatent que les inégalités de compétences politiques recoupent les inégalités sociales. D'un côté, du côté des compétents ou des sophistiqués, on trouve les diplômés, le plus souvent, les hommes, les cadres et les professions intellectuelles, les riches, et du côté des peu compétents ou des citoyens ordinaires, plutôt les peu diplômés, les femmes, les catégories populaires et les pauvres. Cependant, les individus n'étaient et ne sont pas condamnés à une incompétence politique statutaire, qui est due à leur place dans la société. Pour peu qu'ils développent une appétence pour la politique, ou alors ils peuvent arriver à compenser leur handicap et devenir plus compétents ou aussi compétents que les diplômés du supérieur qui, pourtant, ont des compétences cognitives de traitement des informations particulièrement élevées. C'est notamment le cas des ouvriers syndiqués. Autrement dit, à côté des compétents sophistiqués et des citoyens ordinaires se trouve un troisième groupe, celui des autodidactes. Mais il existe un quatrième cas possible, une sorte de menu secret de la citoyenneté, si vous voulez, longtemps ignoré. Les citoyens cognitivement compétents, mais pas appétents. À mon sens, c'est avec leur émergence que l'on peut comprendre comment le renouvellement générationnel transforme le rapport à la politique. Longtemps, on a considéré que leur manque d'appétence provenait du manque de connaissances. Par conséquent, ces citoyens étaient assimilés aux citoyens ordinaires. Je fais l'hypothèse que le manque d'appétence pour la politique peut aussi être le produit de connaissances. Parce qu'ils disposent d'informations sur la politique, que leur capacité à juger politiquement s'est construite et fortement développée grâce aux années d'études, ce sont des citoyens à qui on ne la fait pas, qui décodent justement trop bien le jeu politique, ce qui les incite encore moins à y adhérer. Point faible, trop fort. Ici, la connaissance ne crée plus de l'appétence, mais des citoyens désenchantés, qui ne s'enthousiasment plus pour la politique, ce qui n'implique pas qu'ils ne sont pas préoccupés, qui ne sont préoccupés que par eux-mêmes, et se désintéressent de ce qu'il se passe dans le reste de la société. Il est toujours complexe de traduire empiriquement ces concepts. On ne dispose que rarement d'indicateurs permettant d'évaluer la capacité des individus à traiter de l'information. Même l'utilisation de questions de connaissance aboutit à un résultat biaisé, puisque ces questions s'assimilent trop à un examen scolaire et non à un réel test de la manière dont les citoyens raisonnent et mobilisent l'information. Faute de mieux, on se propose d'utiliser le niveau de diplôme comme variable approchante de ces capacités. Pour l'appétence, en revanche, on dispose de beaucoup plus d'indicateurs, par exemple le temps consacré aux informations politiques, le sentiment d'être compétent. Le plus simple étant le niveau d'intérêt politique. On aboutit donc à une typologie en 4 positions. Les sophistiqués, haut niveau de diplôme et haut niveau d'intérêt. Les ordinaires, faible niveau de diplôme et faible niveau d'intérêt. Les autodidactes, faible niveau de diplôme, fort intérêt. Et les distants, fort niveau de diplôme et faible intérêt. J'ai choisi ici le baccalauréat, mais d'autres niveaux de diplôme ont été testés. Et donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a la répartition des types de citoyens par classe d'âge, avec toujours le même code couleur que tout à l'heure. Plus c'est foncé, plus c'est jeune. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit... non, d'ailleurs, c'est pas du tout ça. Plus c'est foncé, plus c'est sophistiqué. Donc en bleu pâle, on a les ordinaires. En bleu moyen pâle, on a les distants. En bleu moyen foncé, les autodidactes. Et en bleu foncé, les sophistiqués. Et qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir que chez les 60 ans et plus, la catégorie des sophistiqués représente 25% de la population, c'est d'ailleurs à peu près le cas dans toutes les catégories qu'on étudie ici, 25% chez les 45-59 ans, 26% chez les 30-44 ans, 26% chez les 18-29 ans, mais c'est important de noter qu'ils n'ont pas le même niveau de diplôme tous selon les catégories. Ensuite, on a les distants, on a les autodidactes, qui vont constituer 26% chez les 60 ans et plus,
14% chez les 45-59 ans et seulement 8 et 9% chez les plus jeunes et les 30-44 ans. On a 41% de ordinaire chez les 60 ans et plus, 37% d'ordinaire chez les 45-59 ans, 25% et 26% seulement chez les 30-44 ans et les 18-29 ans, donc il y a moins de citoyens ordinaires, et c'est là que se présente notre dernière catégorie, les distants, qui étaient seulement 8% chez les 60 ans et plus, deviennent 24% chez les 45-59 ans, et sont en réalité le groupe le plus représenté dans les tranches d'âge 18-29 ans et 30-44 ans, puisqu'ils y constituent respectivement 40% et 39% de l'échantillon. Donc, on est passé d'une situation où les deux modalités les plus représentées, c'était autodidacte ou sophistiqué, c'est à 26-25%, ou alors ordinaire, à une situation où en réalité le groupe le plus représenté, c'est d'abord les citoyens distants, donc ces fameux citoyens à fort niveau de compétence mais faible niveau d'intérêt. La répartition des types de citoyenneté au sein des classes d'âge met en évidence deux phénomènes. Le premier est fondé sur les évolutions des citoyens sophistiqués et des citoyens distants. Elle démontre bien que la mobilisation cognitive n'a pas eu lieu, puisque Ronald Inglehart s'attendait à ce que plus il y ait de personnes ayant un fort niveau d'études au sein d'une cohorte, plus il y ait de personnes qui rentrent dans la catégorie des sophistiqués. Au contraire, cette catégorie stagne. Il y a eu bien sûr une augmentation du niveau de diplôme, ce qui mécaniquement réduit la part des citoyens ordinaires dans la population et dans les classes d'âge les plus jeunes. Il compte pour 41% des plus de 60 ans et un quart des moins de 45 ans. Néanmoins, si la théorie d'Inglehart était vérifiée, cette hausse aurait été accompagnée d'une augmentation de l'intérêt pour la politique, et donc de la part des citoyens sophistiqués. Or, tenez-vous bien, tenez-vous mieux s'il vous plaît. Or, ceci représente environ un quart des plus de 60 ans, mais également un quart des autres classes d'âge, pourtant beaucoup plus diplômés. Il existe donc dans toutes les classes d'âge un groupe d'individus qui restent très connectés à la vie politique. Oui, c'est une vieille référence. Mais il aurait pu être largement plus important. L'augmentation du niveau de diplôme a surtout abouti à l'émergence d'une catégorie de citoyens jusqu'ici marginale, les citoyens distants. Ils ne sont que 8% parmi les seniors, mais constituent le premier groupe en termes d'effectifs parmi les moins de 45 ans, avec environ 40% des individus dans ce cas. Les conséquences associées à l'émergence des citoyens distants sont nombreuses, et je vais y revenir. Le deuxième phénomène, donc on a vu l'émergence des citoyens distants, le deuxième phénomène est fondé sur l'évolution des autodidactes et des citoyens ordinaires. La forte diminution des autodidactes est particulièrement frappante, surtout si on la met en perspective avec la stabilité des citoyens ordinaires. Les autodidactes sont encore un quart des plus de 60 ans, mais ne représentent plus que 8 à 9% des moins de 45 ans. En miroir, la part des citoyens ordinaires a baissé, 41% des 60 ans et plus, contre un quart environ des moins de 45 ans. Mais leur poids aurait dû encore plus se réduire, si le ratio entre autodidactes et citoyens ordinaires était resté le même. Les peu diplômés représentent les 2/3 des plus de 60 ans. Et encore environ un tiers des moins de 45 ans. Pourtant, parmi les seniors, 38% des peu diplômés restent intéressés par la politique et sont donc des autodidactes, et 62% appartiennent au groupe des citoyens ordinaires. Au sein des 45 ans et moins diplômés, au sein des 45 ans et moins peu diplômés, 22% sont des autodidactes et 78% des citoyens ordinaires. L'hypothèse du moratoire politique ne suffit pas à expliquer cette forte présence des citoyens ordinaires. Elle aurait pu s'appliquer aux 18-29 ans, mais il paraît difficile de l'étendre aux 30-45 ans. Cela reflète une profonde amplification des inégalités sociales face à la politique. Cette cassure a d'autant plus d'importance que l'on peut supposer que les autodidactes étaient aussi des leaders d'opinion, à même de relayer les informations, de conscientiser et de mobiliser leurs proches. La raréfaction de ce type de citoyens contribue sans doute à expliquer pourquoi les catégories populaires, et particulièrement leurs membres les moins âgés, semblent avoir perdu confiance dans le personnel politique et les partis, particulièrement difficilement mobilisables, y compris sur des enjeux comme le chômage ou la retraite, et participent de moins en moins électoralement. Quelles conséquences des types de citoyenneté ? Je propose de terminer ce chapitre en montrant en quoi la typologie des citoyennetés permet de comprendre comment le rapport à la politique évolue, notamment dans les jeunes cohortes.
Une première analyse consiste à se pencher sur la capacité des différents types de citoyens à produire des opinions politiques. On sait que les citoyens sophistiqués... Coucou Taenoch. On sait que les citoyens sophistiqués devraient être les plus à même de répondre à des questions complexes de politique, tandis que les citoyens ordinaires éprouveront de plus de difficultés. Mais l'objectif ici est de caractériser les citoyens distants et les citoyens autodidactes. Mon hypothèse est qu'ils sont capables de produire des opinions non par appétence, mais par capacité cognitive. Pour le vérifier, j'ai repris une idée développée par Daniel Bois et Nona Mayer. Les questions de sondage peuvent être considérées comme des épreuves lors desquelles on teste les capacités des citoyens à produire des opinions. Les sans-réponses ou le recours à des modalités refuge peuvent alors être le résultat d'un manque de connaissances et ou du sentiment d'incompétence des personnes interviewées. On comptabilise donc le nombre de fois où les interviewés ont recours à ce type de réponse. J'ai choisi 13 questions particulièrement complexes relatives à la nature de la démocratie et à l'évaluation de la qualité de la vie démocratique. Parmi les interviewés, 36% n'ont jamais produit de 100 réponses, 27% n'ont produit une, 16% 2 et 21% 3 ou plus. La moyenne est de 1,6 sur 13. Donc là, on ne teste pas le contenu des réponses, on regarde juste est-ce qu'ils répondent à tout. Vous comprenez ? Et donc ce qu'on va leur donner, le score qu'on va leur donner, c'est à combien de 100 réponses vous avez produit. D'accord ? Donc, par exemple, quand on dit la moyenne est de 1,6 sur 13, ça veut dire qu'en moyenne, les gens n'ont pas répondu à 1,6 questions sur les 13. Ça va ? On y est ? On y est. Comme on pouvait s'y attendre, les citoyens sophistiqués ont la moyenne la plus faible, de 1 sur 13. Les citoyens ordinaires ont la moyenne la plus forte, de 2,3 sur 13. D'ailleurs, 47% des premiers n'ont donné aucune sans réponse, contre seulement 26% des seconds. Le résultat le plus intéressant concerne les deux groupes restants. Les autodidactes ont une moyenne de 1,5 sur 13, et les citoyens distants ont une moyenne de 1,4 sur 13. Respectivement, 36 et 38% des membres de ces groupes n'ont jamais produit de sans réponse. Disposer soit de l'appétence pour la politique, soit d'un niveau d'études avancé, permet donc de se prononcer ou de se sentir légitime sur des sujets politiques complexes. Disposer des deux permet de faire encore mieux. La diminution des autodidactes et la montée en puissance des distants n'affectent donc pas la capacité globale des citoyens français à jouer leur rôle. C'est moins vrai quand on se passe du côté des peu diplômés. Pour eux, la diminution des autodidactes peut avoir de graves conséquences sur la capacité à opiner. Vous comprenez ce qui se passe ? En fait, si on demande aux gens de voter, ils le font peu. Si on demande aux gens de donner leur avis, ils le font beaucoup. Mais par contre, la chose qui a un effet très grave, c'est qu'il fut un temps où ces fameux citoyens autodidactes, donc qui n'avaient pas un fort niveau d'études, mais par contre qui avaient un fort intérêt pour la politique, qui allait leur permettre d'avoir des opinions et de se placer, en fait de dépasser cette espèce d'effet d'illégitimité, comme eux, il y en a de moins en moins, la conséquence, c'est qu'ils n'entraînent plus en fait les personnes qui bénéficiaient en quelque sorte de leurs efforts, on peut dire comme ça. Donc là, on a une présentation des données qu'on vient d'entendre, hein, avec les deux données qui sont présentées, c'est-à-dire la moyenne pour le groupe et la moyenne par sous-catégorie. Globalement, les classes d'âge se distinguent peu. Les moyennes de 100 réponses oscillent entre 1,4 pour les 15-59 ans et 1,8 pour les 60 ans ou plus. Ce résultat en lui-même permet de relativiser le discours de déploration sur le rapport aux politiques des jeunes. Ils sont toujours capables de produire des opinions politiques. Cette capacité est portée par l'élévation du niveau de diplôme. Comment est-ce qu'on explique le fait qu'il y ait de moins en moins d'autodidactes ? Alors, on explique le fait qu'il y ait de moins en moins d'autodidactes, si je crois à ce qui a été dit plus tôt, par le fait qu'il y a qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont un niveau de diplôme élevé. Alors ici, le niveau de diplôme pris en compte, c'est le bac. Mais on peut aller à l'université, on peut aller, etc. Donc en gros, les autodidactes, c'était des acteurs qui n'avaient pas beaucoup de diplômes, qui avaient un intérêt fort pour la politique, qui s'investissaient éventuellement à travers un syndicat, une association, ce que vous voulez, et qui du coup acquéraient des compétences en matière politique et se sentaient capables de donner leur avis de ce fait.
Typiquement, hein, vous êtes dans l'entreprise temps, vous n'avez pas nécessairement un fort niveau d'études, mais vous êtes membre du syndicat, on vous a formé au sein de votre syndicat, c'est un des rôles du syndicat, et du coup vous avez une vision du monde, hein, vous sentez la confiance, exactement comme nos acteurs de tout à l'heure, vous pouvez les prendre comme exemple. Hein. Je me souviens plus comment elle s'appelait, la dame là, qui était citée dans l'article de Mounia Benani Shraibi. Qui avait vécu dans une famille où on l'avait un peu mise de côté et qui, à travers l'association, s'était retrouvé d'un seul coup à aller voir un avocat qui lui a dit voilà, tes droits sont ça, du coup à pouvoir mener un sit-in, du coup à se sentir plus confiante, du coup à devenir la responsable syndicale, à devenir la responsable de l'association locale, etc. Et du coup d'acquérir des compétences comme ça. C'est typiquement le type de profil dont on parle depuis tout à l'heure. Et le fait qu'il y ait de moins en moins de gens en fait qui n'aient pas de diplôme fait que les gens qui n'ont pas de diplôme ne vont pas avoir ce type d'expérience-là. Alors ça peut être expliqué par plein de trucs, hein. Moins de politisation, probablement un décrochage au niveau des inégalités, des expériences du travail qui sont différentes, c'est plus difficile de syndiquer quand on est dans une entreprise où il y a beaucoup de précaires, etc. Mais globalement, c'est les phénomènes qui se passent. C'est pas uniquement les syndicats, hein, parce qu'il faut penser au fait que ce type d'expérience, on les vivait aussi à travers des unions sportives, on les vivait également à travers des groupes associatifs, à travers des collectifs de travail matériellement sur place, avec des questions aussi de, d'églises, de mosquées, de synagogues, d'endroits où les gens peuvent... Mais bon, ça, c'est pas le contenu de l'article, c'est ma supposition à moi. Je reprends. Donc les jeunes sont toujours capables de produire des opinions politiques. Cette capacité est portée par l'élévation du niveau de diplôme. Elle aurait même pu être encore meilleure si elle était accompagnée d'une augmentation des citoyens sophistiqués. On peut remarquer aussi la forte stabilité des résultats entre types de citoyenneté et classes d'âge. Les citoyens sophistiqués âgés de moins de 30 ans ne se distinguent guère de leurs homologues des autres classes d'âge. Et cela vaut également pour les autres types de citoyenneté. Les citoyens distants sont donc capables de jouer leur rôle, mais ils le font avec un rapport à la politique très différent. N'y a-t-il pas un risque d'être passé à côté de nouvelles formes de politisation liées à la représentation de l'engagement ? Si, complètement. Je pense que c'est justement un peu ce que l'article essaye de poser, c'est-à-dire de dire, en fait, on prend pour de la passivité ce qui est une forme de politisation. Dans certains cas, on insiste à des effets qui s'accumulent entre les classes d'âge et les types de citoyenneté. J'avais fait une lecture sur le taux de syndicalisation et ses conséquences. Non, vous n'avez pas fait une telle lecture. Dans toutes les classes d'âge, les citoyens sophistiqués sont les plus connectés au vote et les citoyens ordinaires les plus en retrait. Mais plus une classe d'âge est vieille, en fait composée de cohortes anciennes, plus ses membres déclarent voter systématiquement, qu'ils soient sophistiqués, autodidactes ou ordinaires. Parmi les seniors, 62% des citoyens ordinaires déclarent voter systématiquement, 74% des autodidactes et 89% des sophistiqués. Parmi les 18-29 ans, les proportions respectives ne sont plus que de 15, 27 et 43%, tandis que les distants sont 21% à voter systématiquement. Les niveaux sont à peine meilleurs chez les 30-44 ans, excepté pour les citoyens sophistiqués de cette classe d'âge, 56% de votants systématiques, ce qui reste en dessous des citoyens ordinaires de 60 ans ou plus. Le chapitre 6 de cet ouvrage revient sur les conséquences de ce résultat. Alors là, vous voyez, en fait, ce qu'on constate, c'est que quand on prend par classe d'âge, à part sur la question de la proximité vis-à-vis d'un parti, où c'est à peu près stable, on va voir que finalement, cette typologie en termes de type de citoyen, elle n'est pas suffisante, parce que les citoyens sophistiqués des 18-29 ans, ils votent quand même moins que les citoyens ordinaires chez les 60 ans et plus. Vous voyez ? Si vous êtes un citoyen sophistiqué qui a entre 18 et 29 ans, vous avez à peu près autant de participation systématique au vote que si vous êtes un citoyen ordinaire qui a entre 45 et 59 ans. Donc il ne suffit pas de distinguer ces types de citoyenneté, il faut aussi voir ce qu'elles font concrètement. Alors, on retrouve un phénomène similaire, bien que de moindre importance, pour la confiance envers le gouvernement. Les citoyens sophistiqués, puis les autodidactes, restent généralement les plus confiants, tandis que les distants et surtout les citoyens ordinaires s'avèrent les plus défiants. Mais plus une classe d'âge est jeune, moins elle est confiante. À peine 33% des 18-29 ans sophistiqués ont confiance dans le gouvernement, contre 57% des 45 ans et plus.
tandis que les 18-29 ans distants s'avèrent à peu près aussi confiants que les 60 ans et plus ordinaires. Au passage, on se rend bien compte qu'on peut être très connecté à la politique, mais que cette connexion est de moins en moins associée à une confiance envers les professionnels de la politique. La défiance n'est donc pas nécessairement un retrait du politique. En revanche, les citoyens ordinaires de moins de 60 ans, qui n'ont donc pas d'appétence pour la politique, ne sont plus que 11 à 16% à avoir confiance dans le gouvernement. Cela montre que la progressive disparition de la logique de la remise de soi aux élites, dont on trouve encore la trace parmi les citoyens seniors et ordinaires, dont 21% déclarent avoir, toujours avoir confiance. Quant aux liens partisans, les résultats viennent confirmer le diagnostic général. Quand on est citoyen autodidacte ou sophistiqué, on se démarque par l'intérêt et une certaine satisfaction pour la politique telle qu'elle est. Conséquemment, on prend parti. C'est valable pour les seniors, mais aussi pour les jeunes et les moins de 45 ans. En revanche, les citoyens distants prennent moins parti. Surtout, les citoyens ordinaires se détachent de ces organisations, particulièrement chez les moins de 45 ans. Ils ne sont plus alors que 38% environ à prendre parti, contre 56% chez les 60 ans et plus. Cela, associé à leur défiance et à leur lien décentré au vote, laisse penser que ces citoyens pourraient bien être en rupture avec la politique traditionnelle. En tout cas, ils ne sont plus dans la déférence qui peut caractériser les citoyens ordinaires de plus de 60 ans. Ceux-là continuent à voter et souvent prennent parti. Conclusion. En définitive, on assiste à la fois à une crise et à une transformation de la citoyenneté. Il serait trompeur de prendre l'insatisfaction à l'égard de la démocratie et la défiance à l'égard des acteurs politiques comme le signe d'une rupture avec la politique ou la démocratie. Les Français sont insatisfaits de la manière dont la vie politique s'exerce, et cela se caractérise par la montée des citoyens distants et la fin de la culture de la déférence à l'égard des élites. Néanmoins, distance ne veut pas dire absence de capacité à opiner et à jouer son rôle. Il faut cependant se préoccuper de l'évolution des citoyens ordinaires, particulièrement dans les jeunes générations. Pour eux, il peut effectivement y avoir cassure. Et s'ils ne votent pas, les responsables politiques seront-ils en mesure de les écouter ? C'est d'autant plus important que nos résultats ne singularisent finalement pas tant que cela les jeunes. Plus précisément, ces phénomènes semblent dépasser largement les frontières de la jeunesse, puisqu'on a régulièrement insisté sur les faibles différences entre les 18-29 ans et les 30-45 ans. Il ne s'agit clairement pas d'un effet de cycle de vie qui pourrait s'estomper avec le passage des années. Au contraire, plusieurs signes pointent vers un effet de renouvellement générationnel qui risque donc de perdurer, voire de s'amplifier. Et c'est la fin de ce chapitre sur OK Boomer, voilà, c'est la fin de ce chapitre sur OK Boomer. C'est la fin de ce chapitre sur la question de... comment est-ce qu'il avait appelé ça ? Attends, je vais remonter jusqu'au début. C'était ni mieux ni moins bien différent. Hop, faut que je remonte tout ce que j'ai lu, du coup, pla, et là je m'en suis farci une sacrée tartine aujourd'hui. Voilà, ni pire ni meilleur, différent, comment la citoyenneté évolue parmi les jeunes. C'était un chapitre de Vincent Tibéri dans le bouquin qu'il vient de co-diriger et qui s'appelle Génération désenchantée. Vous avez le lien si vous tapez point d'exclamation article. Et j'ai encore, c'est pas vrai, j'ai encore fait le truc où vous aviez pas la vue complète du texte en fait, mais vous m'avez de nouveau pas dit que c'était le cas. Bon sang de bois, bon bah écoutez, tant pis pour vous, et ça, vous êtes bien punis de votre silence. Alors, je vais retirer la capture d'écran. C'était la fin de cette lecture et c'était également, en fait, la fin déjà de la lecture d'aujourd'hui. On a fini de faire cette lecture sur l'apolitisme et l'apathie en politique. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous encourage évidemment à lire davantage sur ce sujet. Là, on a lu 2 textes très différents sur 2 sujets qui sont très très ponctuels. Évidemment, il y a toujours plus de choses à lire, hein, donc ne vous contentez pas de ça. Allez chercher ailleurs. Je vais prendre la petite requête Parlons d'un truc dès que j'aurai fini ce truc-là. Et puis, et c'est également la fin en fait du cycle de lecture de sciences politiques.
sur ce entre guillemets semestre, on a fini les lectures sur la Sciences Po. J'espère que là encore, c'est un cycle qui vous aura intéressé. Vous avez la possibilité évidemment de voir toutes les émissions en VOD sur la chaîne YouTube. Celle-ci, vous aurez la possibilité de la voir pendant 2 semaines sur la chaîne Twitch. On fait coucou évidemment aux gens qui viennent du futur, puisqu'ils sont sur YouTube, et que sur YouTube, la vidéo sera publiée. Il faut déjà que je publie la précédente et ensuite celle-là, quand j'aurai le temps de le faire. Mon ordinateur étant un vieil ordinateur qui fonctionne au mazout, il a tendance un petit peu à galérer avec le montage vidéo. Il y a un tout petit peu de montage à faire pour les vidéos, même si vous ne le voyez pas. Et donc, ceci explique cela. Moi, je vous remercie d'avoir été ici aujourd'hui. Là, du coup, c'est la fin de la partie lecture, etc., podcast, bidule, chose chouette.